Cet épisode Avant de mourir est une présentation des studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leur merveilleuse installation. De mon deuxième one-man show, Tash, qui est en rodage en ce moment, qui part en tournée dès le 1er octobre. SimonDelille.ca pour tous les billets. Et notre commanditaire cette semaine, Astral Internet. C'est quoi Astral Internet? C'est une compagnie qui fait de l'hébergement de sites qui vous permet qu'on trouve votre site sur Internet. Tu sais, quand tu googles, eux autres, c'est des experts là-dedans. Ils ont des clients comme Hydro-Québec, comme l'École de l'humour, des humoristes comme Stéphane Fallu, Mélanie Ganimé, Pierre-Luc Pomerleau. C'est des experts là-dedans. Astral Internet. Allez googler ça, allez sur leur site, engagez-les, service 5 étoiles. Je vous souhaite un bon épisode. Aujourd'hui, c'est Dominique Tardy. Écoute, on est allé dans plein d'allées, dans plein d'informations. C'est un gars super érudit, connaît son domaine, connaît sa musique, connaît sa littérature. On est allé faire une incursion dans un gars que j'adore, que j'aime beaucoup la plume et que je connaissais pas beaucoup. J'espère que vous allez apprendre à le découvrir autant que moi et avoir autant de plaisir à le faire. Donc, je vous souhaite un bon épisode. Dominique Tardy, finalement, nous y arrivons Yes! à cette entrevue avant de mourir. Très content que tu sois là, mon cher. Je suis très content de venir mourir avec toi. C'est pas exactement ça le concept. Ah, c'est pas ça le concept, j'ai mal compris. J'ai pas mis de ciguë dans ton café. Tu vois comment je m'abandonne. Là. Mais puis il vient pareil, il amène des livres, là, il est oui, non, chopper. mais tu sais, Tant qu'à le faire, on va le faire comme faut. tant qu'à mourir, on va mourir en bonne compagnie. Ben, écoute, ça va bien dans le thème du podcast. Et c'est toujours ma première question à mes invités. Ta relation avec la mort. Ah, ben ouais, tu commences avec Ouais. ça. Ben, moi, je mets la table. Après ça va juste mieux après. Mais dans le sens que, est-ce que c'est quelque chose qui t'angoisse beaucoup, quelque chose que tu penses pas trop? Tu sais, il y a différentes façons de le voir. Après ça, on creusera dans les plus petits détails, là, mais question... Ben, c'est quelque chose auquel je pense quand même pas mal. Ça revient souvent dans les entrevues que je fais moi-même parce que je me retrouve plus souvent dans la position où tu es présentement que dans la position où je suis actuellement. Fait que ouais, s'il y a des gens qui écoutent les entrevues que je fais dans mon balado, c'est un sujet que j'aborde souvent, puis c'est pas pour rien. C'est parce que ça m'obsède moi aussi pour plein de raisons, ben, notamment parce que j'ai été assez malade. J'ai été très malade quand j'étais adolescent. À 14 ans, j'ai eu un cancer. Je me suis fait amputer une jambe. Donc là, c'est sûr que ça te met... Je te dis pas qu'à ce moment-là même, au moment où ça s'est déroulé, je pensais beaucoup à la mort. Mais quelques années plus tard, c'est comme s'il y avait une sorte de ressac. Là. Puis j'avais compris à ce moment-là, en ayant des conversations avec ma mère, puis en revenant dans ma tête sur ces événements-là, sur ces moments-là que j'avais vécu, à quel point j'avais passé proche de mourir. Tu sais, j'ai eu un rêve d'enfant. Puis le critère pour avoir un rêve d'enfant, c'est est-ce que cet enfant est passé assez proche? Je caricature un peu, mais c'est quand même ça. Là, tu sais. C'est un peu ça, mais en même temps, t'as le droit si t'as une maladie incurable. Oui, tout à fait. Puis pas nécessairement mortelle. Moi, j'ai su ça quand j'avais 18 ans, puis il était trop tard pour le demander. Fait que, tu vois, on a tous une relation avec les rêves d'enfant différents. Mais c'est comme venu... ben, évidemment, à 14 ans, un peu l'adolescence, l'insouciance, on se rend pas trop compte. Puis quelques années plus tard, ça t'est revenu de « Oh Christ, ça a passé vraiment proche. Ouais. Puis depuis ce temps-là, c'est quelque chose qui t'obsède ou qui te hante un peu plus que c'était. Ben, souvent, il y a des gens, parce que j'ai toujours été, je te dis pas que j'ai jamais été paresseux, en fait, je l'ai quand même pas mal été durant les premières années de ma vingtaine, là, comme bien la des bête gens, du monde. Ouais, ouais. comme bien des humoristes. Ouais, absolument. Puis des fois, ça tombe jusqu'à 40, là, je te dirais. En connais-tu? Ah ouais, on en reparlera plus tard dans un autre podcast. Moi, c'est ça, je veux pas faire semblant que j'ai jamais été paresseux, mais quand même, j'ai toujours eu une espèce de volonté de faire des affaires, de vouloir que les choses se passent, de prendre mon destin en main, on va dire de manière très quétaine. Là. Puis ça, je pense que c'est lié au fait que j'ai eu une conscience que il existait une finitude à ce que j'étais en train de vivre, puis que si je voulais que ça se passe, il fallait que je m'en occupe moi-même tout de suite, puis que j'attende pas à demain. Ça a quand même son bon, parce qu'il y en a qu'au contraire, ça va plutôt paralyser. Tu sais. Ah oui, c'est ça, mais j'essaie de le transformer en moteur plutôt que de laisser ma conscience de la mort... c'est ça, m'étouffer, parce que sinon, si on se réveille, puis la première chose à laquelle on pense, c'est
un jour, je ne me réveillerai plus. C'est aujourd'hui. Ça finit par faire des longues journées. Absolument. Mais si on se dit que le meilleur moment pour faire les choses, c'est toujours aujourd'hui, là, ça peut devenir un moteur qui est tout à fait salutaire. Mais là, j'ai l'air très, très sage, mais j'ai pas toujours cette sagesse-là. Ah, mais non, on n'est jamais toujours... c'est jamais une ligne droite, là, ces choses-là, surtout quand on vit des événements comme ça. Ouais. Des fois, on va se rappeler en se disant « Ah, crime, j'ai passé proche, mais j'y suis arrivé, j'ai passé au travail. » Puis d'autres fois, comme « Ah, il aurait pu se passer une affaire gros de même, puis je serais pas là aujourd'hui. » Puis là, tu tombes dans les « si », puis ça devient très anxiogène. Il y a une phrase puis il y a toutes sortes de philosophes qui ont réfléchi à cette question-là, mais il y a une phrase de Félix Leclerc, puis c'est Michel Faubert qui me l'avait cité à un moment donné en entrevue. J'ai fait un an et demi dans la presse, j'ai fait un grand dossier sur la mort, dans lequel je posais la question. En fait, le titre, c'était « C'est quoi notre problème avec la mort? » Puis c'était inspiré d'une entrevue que j'avais faite avec un des urgentologues qui participe à l'émission de Garde 24/7. Okay, oui. Puis lui, il m'avait dit en entrevue que ça le consternait à quel point les gens qui se présentaient à l'urgence, qui parfois étaient très malades, vivaient avec des conditions, des maladies incurables ou étaient très âgés, visiblement se dirigeaient vers leur dernier souffle, n'avaient pas du tout réfléchi à ce qu'ils souhaitaient pour leur dernier jour, n'avaient pas du tout réfléchi à leur dernière volonté, alors que ça leur pendait au bout du nez, puis ils trouvaient ça consternant. Puis lui, il faisait un lien entre ça, puis une sorte de tabou qui existait dans notre société autour de la mort. Mais c'est pas la première personne à parler de ça. Puis donc, je m'étais mis à interroger toutes sortes de gens qui, eux, ont réfléchi à ça, qui réfléchissent au rite funéraire, comment aujourd'hui on peut réinventer ces moments-là où on fait le deuil, où on se réunit pour faire le deuil de quelqu'un. Puis donc, j'avais parlé avec Michel Faubert, parce que lui aussi, la mort, c'est un chanteur, conteur, Michel Faubert, puis la mort est omniprésente dans son œuvre. Son œuvre a quelque chose de très gothique. Puis, donc, il m'avait cité Félix Leclerc. J'y arrive. La phrase de Félix Leclerc, c'est « C'est beau, la mort, c'est plein de vie dedans. » Puis je pense que c'est la meilleure manière d'envisager cette grande affaire-là qui nous pend tous au bout du nez, de se dire qu'en attendant ce moment-là, il y a toute notre vie à inventer puis à construire. Exact. Absolument. Puis, moi, en faisant ce podcast-là, parce que moi aussi, c'est un peu... Au départ, ça vient d'une idée de ma conjointe qui... Puis, tu sais, on parle souvent de... Pas de la mort, mais tu sais, mettons, moi, une affaire qui m'obsède et qui me fascine, c'est les derniers repas des condamnés, mettons. C'est un lien avec la mort, mais tu sais, comment choisir ton dernier repas et tout ça. On avait dit, tu vas faire un podcast autour de la mort. Tout ça, après ça, j'ai décortiqué en plein de petites questions pour tomber dans autre chose aussi, des fois plus ludique, un peu plus... mais la question de « il t'en reste un », c'est quoi ton choix, tu sais. Puis, comme tu dis, il y a bien des gens qui se posent pas ces questions-là, puis qu'il y en a d'autres qui répondent ça très rapidement. Toi, tu me dis que ça a quand même été tough de répondre à plusieurs de ces questions-là, parce que... C'est des grosses questions que tu Oui, poses, c'est des grosses questions, absolument. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est revenu comme un ressac après plusieurs années, puis aussi parce que j'ai été traité au pavillon Charles-Bruno à l'hôpital Sainte-Justine, puis j'y suis retourné à plusieurs reprises au cours des années suivantes pour des suivis. Puis, à mesure que ma rémission progressait, puis qu'à un certain moment, on a dit « Dominique, t'es officiellement guéri », puis que tout semblait bien aller, je prenais la mesure d'à quel point j'étais chanceux, parce que quand tu vas à Sainte-Justine, au pavillon Charles-Bruno, il y a un mur sur lequel il y a les photos de tous les enfants qui eux, ont pas eu la même chance que moi. Puis quand tu as eu cette chance-là, que tu tiens sur tes deux jambes, puis que tu regardes chacun d'entre eux, des gens qui étaient peut-être là, des enfants, des ados qui étaient peut-être là en même temps que moi, je subissais, que je vivais mes traitements, c'est difficile de ne pas avoir quand même un petit peu de gratitude envers la vie. De gratitude, puis sans dire je vais vivre ma vie pour eux autres, mais genre de, tu sais, ils n'ont pas eu cette chance-là, ça serait bien cavalier de ma part de ne pas en profiter, puis pas de faire ce que ça me tente. Puis pas de ce serait de la grosse ingratitude. Et puis ce serait de la paresse à un niveau assez extrême. Là, mais j'y pense plus aussi, je sais pas si ça t'a fait ça, mais depuis que j'ai des enfants, j'y pense de manière plus concrète. C'est-à-dire que avant, je pensais jamais à mon âge, mais là, quand tu as des enfants, c'est vraiment difficile de ne pas se mettre à faire le calcul de, mettons, ma fille, lorsqu'elle sera au secondaire, quand elle va terminer son secondaire à 17 ans, bon, ben là, j'ajoute 14 ans à son âge à elle, mais j'ajoute 14 ans à mon âge à moi, puis là, je suis rendu à 50 ans, là, moi, là. Puis 50 ans, c'est loin d'être la fin de la vie, mais t'en as quand même un bon bout de fait. Absolument. Mais c'est comme si, c'est que les enfants, avant, je pouvais, pas je voulais ou je pouvais, mais si je mourais, oui, mes parents, oui, mes amis seraient tristes, mais personne ne dépendait de moi. C'était ça. Maintenant, j'ai deux entités, pas qui dépendent 100% de moi. Il y a ma conjointe qui est là, mais
Je sais que hey, si je meurs dans 10 ans, mon fils va avoir juste 18 ans, mais lui, il va avoir juste 16 ans. C'est pas assez. Il faut au moins que je t'offre encore 20 ans. Il faut au moins que, c'est comme un autre calcul qui embarque. Ben, il y a la conscience des responsabilités à assumer, mais il y a aussi, plus égoïstement, mon désir, moi, d'assister à plein de moments importants dans la vie de cette personne-là, à qui j'ai consacré tellement d'énergie. Tellement d'énergie, puis ils sont jeunes, t'en as encore beaucoup à donner, puis moi aussi. Puis tu sais, moi, j'aimerais ça, je vois mes parents, puis la mère de ma conjointe être grands-parents. Être grand-parent, ça a l'air d'être formidable. C'est juste le côté le fun, sans le côté se lever. Ben, des fois, mais majoritairement, c'est juste le bout de le fun. J'aimerais ça, moi, vivre ça. Avoir des petits-enfants, de juste être. Juste les gâter sans me dire, je les gâte trop. Non, c'est plus mon problème. Moi, je suis là juste pour être le gars qui gâte les petits-enfants. Ça, ce rôle-là, je me scierais à ravir. Ça a l'air très cool, effectivement. Ben, allons-y avec la première question de mon document. On commence tranquille. Ta réponse était claire. Il y a même un endroit, il y a un mets, il y a un lieu. Ça, j'adore ça. Ton dernier repas, un smoke meat de la taverne Alexandre, qui est à Sherbrooke. À Sherbrooke, exactement. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Là? Pourquoi? Là, c'est sûr que le dernier repas, évidemment, il y a ce que tu manges, mais il y a aussi là où ça se déroule, avec qui tu vas le prendre, ce dernier repas-là. La taverne Alexandre, donc c'est une taverne. À Sherbrooke, sur la rue Alexandre. Puis une taverne genre old school, t'as pas jamais allé c'est-à-dire que c'est une taverne, c'est pas une taverne crado, loin de là, c'est très beau. Mais ce que ce lieu-là a d'admirable, c'est que toutes les strates, toutes les couches de la société s'y retrouvent. Là. Donc, le vendredi midi, surtout, là, si tu vas le vendredi midi à la taverne Alexandre, ça se peut que tu croises des gens d'affaires, des sportifs, tu as les piliers qui sont à côté au bar qui vont être là tout l'après-midi à boire des bières Clamato. Tu vas avoir des étudiants, tu vas peut-être avoir des personnes itinérantes ou des personnes dans une certaine pauvreté. Ça se peut que tu croises, j'ai déjà croisé le maire de Sherbrooke à la taverne Alexandre, carrément. Donc ça se peut que tu croises des conseillers municipaux. Tout le monde, des journalistes aussi, il y a beaucoup de journalistes, des journalistes sportifs qui passaient quand même pas mal de temps à écornifler ce qui se passait aux autres tables à la taverne, parce que c'est là aussi qu'on va voir le hockey, puis les murs sont couverts de bannières sportives de baseball, notamment parce que le fondateur, le propriétaire de la taverne, M. Ellison, Pierre Ellison, c'est son père, si je ne me trompe pas, qui est le fondateur, mais donc le propriétaire, c'est un grand fan de baseball. Donc, c'est un lieu magnifique où j'ai passé beaucoup de temps, notamment avec un de mes meilleurs chums qui s'appelle Mathieu Duquette. C'est lui qui m'a initié à ce lieu-là parce que moi, je suis arrivé à Sherbrooke pour mes études, mais j'ai pas grandi là, alors que lui, c'est un pur Sherbrookeois qui est né là. Donc, il savait qu'il connaissait toute l'importance de la taverne Alexandre, surtout que lui a grandi dans le monde des médias. Son père était journaliste à la télé, journaliste sportif. Puis, j'y ai fait une série de chroniques pendant quelques années, pendant plusieurs années, dans un hebdomadaire qui s'appelait La Nouvelle. Puis ensuite, dans La Tribune, qui est la Nouvelle n'existe plus, mais La Tribune existe encore, qui est le quotidien à Sherbrooke. Une chronique qui s'appelait Une bière Clamato avec. Donc, j'invitais quelqu'un. Ça aurait pu être toi. Puis, je faisais une entrevue avec cette personne-là autour d'une bière Clamato, qui est le breuvage de prédilection, le breuvage par excellence de la taverne Alexandre. J'avoue, j'ai déjà bu justement de bière Clamato jamais. Mais... Bière Clamato, c'est absolument délicieux. C'est sûr. Ça fait plein de sens. C'est un de mes drinks préférés, un de mes breuvages préférés. Puis, donc, je faisais une entrevue. Là, j'ai fait des entrevues avec beaucoup d'artistes, mais aussi des politiciens, puis des gens de la communauté à Sherbrooke. Mais j'ai fait des entrevues, je sais pas, avec Patrick Normand, avec P.A. Méthode. Qui était de passage pour un show. Gabriel Nadeau-Dubois, puis Manon Massé, qui était de passage à Sherbrooke pour un événement politique dont je me souviens plus. Puis j'avais eu vent de ça, donc je contacte son équipe. Puis sa seule disponibilité, c'était à 10h30. La taverne est ouverte, je pense, à 10h30 ou ça ouvre à 11h. C'était pas un problème d'y aller, mais là, je me suis dit quand même, boire une bière Clamato à 10h30, moi, ça va. Ça se fait. Mais Manon, c'est un peu raide. Et Manon a bu. En tout cas, elle en a pris quelques gorgées. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, Manon Massé, c'est pas juste une façade, c'est pas juste un front, c'est une vraie. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que celui-là. C'est beaucoup l'endroit parce que le smoke meat, j'imagine. Le smoke meat est délicieux aussi. Là. Moi, j'adore le smoke meat. Je veux dire, en général. J'adore aller au Schwartz. J'adore aller au Lester's sur la rue Bernard. C'est un peu plus près de chez moi. Donc je vais là un peu plus souvent qu'au Schwartz. Surtout qu'au Schwartz, il y a souvent. Il y a des longues files. Il est délicieux, mais tu sais, des fois, tu es comme, est-ce que ça vaut vrai? Ben, ça vaut. Parce qu'il y en a des très bons que j'attends pas. T'sais.
Et dans ce temps-là, des fois, c'est pas si pire. Mais tu sais, comme là, on est l'été. Je sais pas quand est-ce que je vais le diffuser exactement. Mais tu sais, vacances de la construction et tout ça, il y a des files d'attente dès que ça ouvre jusqu'à la fermeture. Je suis vraiment triste que le Maine soit fermé, qui était le restaurant concurrent qui était situé juste en face juste du en face. Schwartz. C'est fermé? Oui, ça fait-tu a longtemps? fermé, ça fait peut-être quoi, un an et demi? OK, ah ouais. C'est un des nombreux restaurants qui a été victime de la pandémie, d'après ce qu'on en comprend. Mais le Maine était ouvert pendant plusieurs années, il était ouvert de longues heures. Si je ne me trompe pas, c'était peut-être même ouvert 24 heures sur C'est 24. tard, je me rappelle d'être déjà allé là tard. Puis tu peux boire de la bière au Maine, contrairement au Schwartz, où tu peux juste, ce que tu peux boire de mieux, c'est Cherry Coke. un Cherry Coke, ce qui n'est pas mauvais. Non. C'est absolument délicieux, un Cherry Coke. Mais avec un smoke meat, une bière, c'est quand même dur à battre. Une bière Clamato, c'est dur à battre. Puis le Maine, c'était le smoke meat préféré de Leonard Cohen. Oh ouais? Il préférait, il a déjà déclaré qu'il préférait le smoke meat du Maine à celui du Schwartz. Mais moi, j'ai le souvenir d'Anthony Bourdin dans No Reservation qui s'était pété une brosse avec Martin Picard puis Normand Laprise. Puis le lendemain, il était sur Cherry Coke. Avant d'aller prendre En fait, c'était dans l'émission de Layover. C'est vrai, de Layover, il y avait 24 heures. Cet épisode-là est magnifique, notamment parce que Martin Picard dans le pick-up. Dans une boîte de pick-up qui boit du champagne dans un sac en papier brun puis qui pogne les nerfs parce que Bourdin se paie la gueule, se moque un peu de Céline Dion comme il pouvait le faire assez magnifiquement. Rire des pop stars. Juste avant d'aller au Big in Japan. Ouais. Puis défunt Big in Japan, ça, c'est un restaurant délicieux aussi. C'est là que j'ai signé mon premier contrat de gérance dans le temps. Que j'ai été reçu par Chris Nafter chez Zéro Musique. Et puis là, maintenant, mais elle a fait autre chose. Mais on s'était rencontrés là, puis au Big in Japan. Puis moi, ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais à Montréal. Je connaissais pas toutes les adresses. J'étais jamais allé là. Et je me sentais bien cool sur Saint-Laurent, au Big in Japan, signer mon contrat de gérant. C'est triste, là, je veux pas grossir les rangs de ceux qui se plaignent que Montréal a donc bien changé puis c'est plus aussi le fun qu'avant, mais ce bout-là de Saint-Laurent particulièrement, là, on dirait que c'est comme plein de bannières puis de chaînes sans trop d'identité. Oui, puis ça part, il y en a un, tu y vas, 3 mois après, ça en a un autre, puis un de crêpe, puis un petit, puis un de ça, puis c'est comme, moi, l'identité s'est perdue un peu. J'espère qu'à un moment donné, ça va se... Comme Saint-Denis aussi, il y a quelques années, puis on dirait que ça reprend là, un peu. Je trouve que l'ambiance est plus le fun depuis qu'en fait, il y a eu des travaux sur Saint-Denis que tout a fermé, là, puis depuis, ça revit un peu, mais c'est long, mettons. Ouais. Mais donc, le Big in Japan, c'était magnifique. Puis, ouais, cette entrevue-là de Bourdin qui mange un smoke meat avant d'aller prendre son avion. Avec un Cherry Coke, pété tête, hangover, clairement. Là, puis, c'est ça, Martin Picard qui est en colère parce que pour lui, c'est un affront impardonnable de se moquer de Céline Dion en terre québécoise à Montréal. Ça, c'est un des grands. Il y avait toujours tous les épisodes, il y en a fait un de No Reservations, puis il y en a fait un aussi de Parts Unknown à Montréal. Il y allait au Joe Beef, il y allait. J'ai pas mal tout. Je suis un gros fan de Anthony Bourdin en général, Dieu et son âme. Moi aussi, oui. Mais là, je vais y penser. Prochaine fois, je vais passer à Sherbrooke d'aller manger parce que gros fan de Smoke Meat moi-même. Tu vas être bien accueilli, puis tu vois, tu sais, mettons, il y a aussi que les serveurs te reconnaissent. Okay. À la taverne Alexandre, ils se souviennent de ton prénom, puis ils se souviennent de ce que tu bois, de ce que tu manges. Il faut dire que le menu est quand même assez limité, fait que c'est pas trop difficile. Mais quand même. Il y a un des serveurs qui s'appelait Mario, qui a pris sa retraite il y a quelques années. Puis Mario était tellement connu, tellement apprécié de la communauté sherbrookoise qu'il y a eu un reportage ce jour-là à Radio-Canada sur la dernière journée de travail, le dernier quart de travail de Mario à la taverne Alexandre. Donc, ça te donne une idée de l'impact que ces gens-là ont dans on dirait que ça me fait penser à un genre d'ambiance, toute proportion gardée, mais à la taverne Joe Dion à Québec. Oui, exactement. Je pense que ça ressemble à celui-là. Il n'y a pas de bouffe, mais il y a du popcorn, puis c'est peut-être un peu plus... je veux pas dire bas de gamme méchamment, mais il n'y a pas de bouffe et tout ça. C'est genre popcorn puis une grosse bière. Mais cette ambiance-là, conviviale, que c'est le même serveur qui est là depuis 30 ans, puis il connaît le prénom du monde, puis il sait ce que tu bois. Puis cette ambiance-là fait du bien, moi, je trouve. Tu te sens comme un peu dans ton salon. C'est ça qu'on cherche dans un... j'ai souvent ces conversations-là avec ma blonde parce que elle aime essayer des nouveaux restaurants. Moi aussi, mais j'aime retourner au même endroit, avoir mes habitudes dans un endroit, m'asseoir à la même chaise, à la même table, commander la même affaire que j'ai mangée la semaine dernière et la semaine d'avant. Ça me réconforte. On dirait que ça m'apaise à l'intérieur. C'est ce qu'on cherche quand on va au restaurant. Oui, en partie, oui. Puis la découverte des fois, puis ce que tu dis, puis ça... Là, tu as des jeunes enfants, tu dois t'en rendre compte, de refaire la même affaire, ça les réconforte beaucoup. Écouter le même film, être assis à la même place et tout ça. Puis en adulte, on perd un peu ça, mais il y a certains moments, tu sais, sur Beaubien, il y a le Marconi qui font une certaine pizza, que c'est celle-là. Quand je vais là, c'est pour ça. Je sais que ça va être ça. J'ai pas de surprise, mais c'est pas ça que je cherche pas de la surprise, je cherche du réconfort.
Puis il en faut aussi. Moi aussi, j'aime ça essayer des restos, mais des fois, je sais que je vais là pour ça. Ça me fait du bien. Puis toute la journée, j'y pense. Je sais que ça s'en va vers ça. Moi, ça me rend très heureux. Là, on est dans une réponse plus avec plus pas plus de matière, mais avec beaucoup de choix. Ouais. Plus de Ta viande dernière que dans le smoked meat. ben, je me doutais qu'avavec toi, un peu plus que grand fan de musique, je dirais même expert. En tout cas, t'en as fait une bonne partie de ta carrière autour de la musique, des critiques de musique t'aimes beaucoup la musique de façon large. Ouais. Fait que quand j'ai demandé ta dernière chanson et ou album, il y allait avoir des choix. Avec là, on est La nuit je mens d'Alain Bachung, Amoureuse de Marjo, Give Me Shelter des Rolling Stones, Fuck the World de Turbo Negro. J'avoue que ça, je connaissais pas, mais je l'ai écouté, c'est très bon. Night Train, Guns N' Roses, Gainsbourg, Le Nombre. Par où on prend ça? Par où tu veux qu'on Ben commence? écoute, parce que tu l'as écrit, c'est tout. Parce qu'il y a des affaires qui sont complètement opposées. Des affaires qu'on comprend aussi. Il y a des affaires plus punk, plus rock. Puis on s'en va dans. En tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans? Mettons que tu te fais un album Greatest Hits comme dans le temps qu'on gravait des CD. Là, Ouais. tu sais. Puis qu'on prend une coupe de tunes de chacun. Là, tu prends 3-4 tunes de ce que tu m'as marqué là. C'est quoi ton univers? Y a-tu comme un genre musical que tu as toujours aimé puis d'autres se sont greffés à ou tu as toujours été très curieux? Euh, je pense que j'ai pas mal toujours été un fan de rock, puis c'est le genre musical au sens très très large, parce que Ouais. le rock, ça englobe bien des affaires, là, mais un solo de guitare, c'est ce qui vient Puis j'ai aussi joué de la batterie, donc c'est sûr que le drum, dans le monde du Ben, ça, rock, on y reviendra c'est tantôt. important. Donc ouais, mais j'ai quand même toujours... en tout cas, j'ai l'impression d'avoir toujours été assez curieux de différents Dans ce genres sens-là. musicaux. J'étais fan de rap à l'adolescence, comme bien des gens, parce que le rap québécois autour de Dans quel, la période de Sans Pression, OK. Mosaïon, Ils vont crever, c'était important. Bon, j'étais branché 24 heures sur 24 ou presque sur Musique Plus, puis le hip-hop québécois occupait une grande place à Musique Ouais. Plus à Avec cette Manik époque-là. Shahid, versatile. Exactement. Alex Shahid alias Versatile, l'émission hip-hop. Hip-hop. Ouais. Puis à cette époque-là aussi, Musique Plus présentait toutes sortes de musiques Oui, différentes. absolument. C'est très varié. Donc, la plupart de mes premiers émois musicaux, Viennent je de- les dois à Musique Plus, je les dois à Claude Rajotte, qui était mon héros absolu à cette Le époque-là. cimetière décédé. Le cimetière décédé. Claude, pour qui j'ai encore beaucoup d'admiration. Là, je lui ai rendu visite récemment chez lui. Puis, Est-ce qu'il fait encore de la radio? Il est complètement. non, il est complètement à la retraite, mais là, il va sortir. Il va faire paraître son autobiographie au mois de novembre. OK. Donc, j'ai très, très hâte de lire ça. Puis, Oui, oui. il va participer à la chaîne musicale, qui est une émission sur Ici Musique. Différents animateurs Absolument. se donnent le relais à chaque mois. Puis, Claude va y participer. Il va faire 3 ou 4 émissions. Je serais très curieux parce que j'avoue connaître le gars de l'émission du cimetière décédé, le critique, mais pas tant l'humain, là, tu sais, sa vie en tant que telle. Là, puis, Mais toute sa vie, c'est la musique. oui, j'imagine, mais même là, à part les fois qu'il a démoli des CD parce qu'il n'aimait pas ça, puis que ça me faisait tellement plaisir de le voir varger sur un CD, j'ai pas beaucoup de connaissances sur Claude Rajotte, fait que je serais très curieux de lire ça. Mais c'est fou comment Musique Plus, à cette époque-là, tu sais, il me racontait justement, quand je lui ai rendu visite récemment, il me parlait de Tom York de Radiohead. Ouais. Puis il me racontait que Tom York était venu en entrevue à Musique Plus, comme les artistes de passage à Montréal allaient souvent en après-midi faire une entrevue, puis parfois aussi une performance. Puis Tom York allait jouer telle chanson, puis Claude a juste dit « Ah, pourrais-tu jouer telle autre chanson? » Tom York a fait « OK, cool, je vais jouer celle-là. » Tu sais, c'est quand même un pas pire privilège dans la vie d'être devant Tom York puis de pouvoir lui passer sa demande spéciale. Genre, non, pas ça. Non, j'en prendrais une autre, s'il vous plaît. Là. Donc, ouais, un de mes rêves dans la vie, ça aurait été d'être D'être Claude Rajotte. d'être Claude Rajotte, d'être animateur à Musique Plus, du moins d'être VJ, mais un de mes bonheurs puis un de mes plaisirs, c'est que j'ai pu travailler plus tard avec, je l'ai dit à quelques occasions, par exemple à Rebecca McConnell, avec qui j'ai fait quand même pas mal de radio à Ici Première, à l'émission On dira ce qu'on voudra. Puis je lui ai dit à quelques reprises à quel point, si on allait voir le Dominique de 14 ans, puis on lui disait « Hey, tu vas faire de la radio dans quelques années avec Rebecca McConnell, il n'en reviendrait pas. » Puis là, Rebecca est très, très humble, donc à chaque fois, elle fait semblant que j'exagère, mais... Les animateurs d'énergie que j'ai côtoyés, dont Patrick Groux, parce que je fais de la radio avec lui, puis Shelly, tout ça, sont très... j'ai pas l'impression qu'ils catchent à quel point ils ont été... Ben, pas qu'ils catchent, mais que c'est tellement allé vite, puis ils étaient jeunes, puis tout ça, puis ils sont peut-être pas rendus compte à quel point ça a laissé des traces dans le temps, ces émissions-là, pour des gens de notre génération. Je pense aussi au moment où c'était présenté comme le gros luxe, ça a eu un impact majeur sur toute une génération
de Québécois, sauf que l'impact que ça avait dans la culture populaire puis dans les médias, peut-être que Patrick Groux, au moment où ça se déroulait, en même temps, ça a été un phénomène majeur, mais c'était peut-être pas un phénomène global. Là. Les gens de 50 ans, de 40-50 ans qui étaient au pouvoir dans les médias au Québec regardaient peut-être pas le Gros Luxe. Non, probablement pas. Mais les gens qui, aujourd'hui, ont cet âge-là ou sont un peu plus jeunes, le Gros Luxe, pour eux, c'est majeur. Absolument. Mais c'est rendu, parce que ça a duré 2 ans, le Gros Luxe. Ça n'a pas duré des années si longtemps que ça. Puis il est surpris, mais il a fait un podcast qui sort, qui est sur Patreon en ce moment, mais quand il m'en parle, c'est comme à chaque année, je me disais, après 1 an, on m'en parlera plus. Puis ça continuait. Puis après 20 ans, on en parle encore de 2 saisons d'une émission qui était juste. Ils sont allés pitcher à Musique Plus. Notre concept, c'est on fait n'importe quoi. OK, mais c'est quoi? Ben, c'est ça, c'est n'importe quoi. OK, tiens, voilà un chèque. Puis il y avait carte blanche. Puis ça existe. Le chèque devait être tout petit, par exemple. C'est pas un gros chèque. Mais il y a un genre de go, fais-le. Ouais. Et aujourd'hui, tu peux pas faire ça. Faut que tu passes. Mais bon, on s'égare. On s'égare, mais si on essaie de revenir à ma réponse, ben c'est ça. Alain Bachung, tu vois, ben, c'est un géant de la chanson française. Oui, La Nuit, je mens, ben, tu sais, ça, j'imagine que si tu posais la même question à bien des gens qui s'intéressent à la chanson française, ils te répondraient que c'est souvent une chanson qui revient lorsqu'on pose la question, quelle est la plus grande chanson de l'histoire de la chanson française? La Nuit, je mens. Mais c'est parce qu'aussi, bon, tu sais, avant de mourir, dans quel état je veux me mettre avant de mourir? C'est quoi les circonstances dans lesquelles je suis en train de mourir? C'est sûr que ça va influencer le choix de chanson que je vais faire à ce moment-là. Dans mon idée, c'est que là, je te pose la question, ça serait quoi ta dernière chanson, mais au moment où tu vas l'écouter, tu sais pas nécessairement que c'est ta dernière chanson. Tu comprends ce que je veux dire? C'est si tu avais à en choisir une dernière, ça va être celle-là. Mais c'est pas que tu es en train d'agoniser ou que tu as reçu un coup de fusil puis que tu es en train de vider de ton sang. Tu comprends? Ça va être la dernière. Je suis pas en train de recevoir l'aide médicale à mourir. Non, exact. C'est pas à ce point drastique. C'est plus. Mais je comprends aussi que c'est très, très. Pour quelqu'un comme toi qui aime autant la musique, c'est très crève-cœur d'en choisir une. La Nuit, je mens, c'est une chanson qui est hyper mélancolique. Donc, c'est sûr que ça me plongerait dans un certain état. Amoureuse de Marjo, mais ça, c'est une chanson qui me galvanise. Là. Si je veux me craquer, j'écoute cette chanson-là. Puis en fait, c'est une chanson qui me galvanise, mais qui m'émeut aussi. Parce que ce que Marjo dit là-dedans, c'est qu'elle est amoureuse de la vie. Oui. Je vais vivre ma vie comme j'ai toujours pensé. Gimme Shelter des Stones, parce que les Stones, ça, c'est mon groupe préféré. Puis c'est Gimme Shelter, ta première. Gimme Shelter, parce que c'est une chanson écrite par Keith. C'est une chanson qui représente bien l'espèce de côté menaçant des Stones. Le riff qui est vraiment, c'est ça qui est mean. Comme seul Keith sait en écrire. Puis c'est une chanson qu'il a écrite alors qu'il était pris tout seul dans son appartement. Je pense qu'il mouillait cette journée-là. Puis c'est une chanson qui parle de l'apocalypse qui pend au bout du nez de l'humanité, la guerre, le viol qui pourrait s'emparer de la planète. Mais en réalité, tout ça part d'une émotion, d'une petite jalousie personnelle, parce qu'au moment où il a écrit cette chanson-là, Anita Pallenberg, qui était sa blonde, tournait un film avec Mick Jagger, son chanteur. Le film Performance, dans lequel Anita joue une des amantes de Mick. Puis en gros, ils ont passé l'ensemble du tournage sous l'édredon ensemble. Donc, Keith était pas très content que son chanteur passe autant de temps avec sa blonde. Là, Il ruminait pas mal, c'est ça. Donc, il a écrit cette chanson-là. Cette chanson-là est dans 3 films de Martin Scorsese. Oui, ben Scorsese a tourné il y a quelques années un film qui s'appelle un concert filmé des Stones qui s'appelle Shine a Light, qui est très très bon. C'est un fan des Stones, clairement. C'est un grand fan des Stones. Mais cette tune en particulier dans Casino, dans Departed, puis dans Goodfellas, si je ne me trompe pas. Là. Ouais, mais bon choix, ben oui, j'adore chanter. Fuck the World, Turbo Negro, c'est un groupe de rock norvégien, le rock scandinave. Ça occupe une grande place parmi mes groupes préférés. Il y a un autre groupe qui s'appelle The Helicopters, qui est un autre de mes bands préférés. Mais Turbo Negro, c'est un groupe très, très coloré qui fait des chansons vraiment niaiseuses dans lesquelles il y a beaucoup question de je sais pas, de toutes sortes d'affaires vulgaires. Okay. Disons. C'est aussi un groupe qu'on voyait souvent dans Viva la Bam, l'émission de Bam Margera. On les a souvent vus. Il me semble qu'il y a un épisode où les parents de Bam arrivent, puis là, tout d'un coup, Turbo Negro est dans le salon. Là. Bon, c'était toujours une variation autour de cette idée-là. Tu écoutes les clips, le gars, il y a du maquillage, puis il y a un peu too much. Il est mort d'ailleurs il y a quelques années, Hank Von L, qui était le chanteur de Turbo Negro. Donc, groupe très coloré que j'aime beaucoup. Night Train de Guns N' Roses, parce que Guns, c'est un autre de mes groupes préférés. Je suis allé les voir quand ils sont venus l'été dernier au Parc Jean-Drapeau. C'était-tu bien ou c'était un peu déjanté de... C'était correct, là.
C'est-à-dire qu'Axl chante mieux qu'il y a quelques années. Je les ai vus il y a quelques années. Je suis allé à Las Vegas au Hard Rock Hotel. Ils faisaient une résidence, mais c'était avant que Slash et Duff, qui sont les deux autres membres fondateurs, reviennent au sein du groupe. Donc, c'était la version du groupe avec un paquet de gars engagés par Axl et juste Axl comme membre original de Guns N' Roses. Puis, mais c'était quand même cool parce que c'était dans... De un, on était dans l'hôtel. Je disais avec un de mes chums. On était dans une chambre d'hôtel. C'était 15 minutes avant le show. On a ouvert la porte, on a pris l'ascenseur, on était rendu. Ça, c'est le fun. On aurait pu y aller en pantoufles. Puis c'était dans une salle à peu près grande comme le Métropolis à Montréal. OK. Donc on était tout près. C'est quasiment intime. Là. C'est ça. Fait que ça, c'était cool. Mais c'est sûr que Guns, sans Slash, puis sans Duff, même sans Steven Adler, qui lui, n'est pas revenu au sein du groupe parce que il y a eu des gros problèmes de drogue et d'alcool, des problèmes divers. Là, mais ils les ont tous eu, les problèmes, là, Steven Adler. Mais donc, c'est sûr que Guns N' Roses sans Slash, et on est en train de perdre tout le monde présentement, là, Simon. Hein. Ben oui. Mais au Parc Jean-Drapeau, Slash était là, Duff était là, puis Axl était là. Il était un peu en voix, mais son problème, c'est qu'Axl, il chante super haut, très souvent, puis à sa grande époque, il courait partout d'un bord à l'autre de la scène. Mais il avait 20 ans, il était en forme, il était tout maigre. Ouais. Il était capable de faire ça et d'aller atteindre la note en haut. Mais là, il y a de la difficulté à aller atteindre la note et il essaie encore de courir d'un bord à l'autre de la scène. Mais là, quand il arrive du côté gauche de la scène, il est complètement essoufflé, le pauvre. Là. Puis il y a quand même, je veux dire, il me semble plus en forme qu'il l'était il y a quelques années. Fait que c'était correct. Il calmer un peu la course. Je sais pas trop, là, les gens, il y a beaucoup de gens qui se sont plaints après ce spectacle-là, puis avant l'autre présence de Guns au Parc Jean-Drapeau à Montréal, que c'est ça, Axl l'avait plus, mais si tu vas voir un show de Guns en 2023-2024, tu n'es pas conscient que ça va peut-être un peu ressembler à ça. Ben, comme Motley Crue qui est venu. Oui, exactement. Mais c'était quand même moins pire que Vince Neil, la voix d'Axl Rose. Là, mais il faut quand même que c'est pas une surprise. Non, c'est comme mon Dieu, il a vieilli, puis il est moins en forme qu'il était. C'est comme les gens qui vont voir Bob Dylan puis qui sont étonnés que les chansons sont pas toujours... En tout cas, les chansons ne sonnent pas exactement comme sur l'album et ça se peut que tu les reconnaisses rendu à la troisième minute, la chanson. Mais ça, c'est Bob Dylan en spectacle. Et c'est Bob Dylan en spectacle depuis 40-50 ans. Il n'a pas commencé à faire ça l'année dernière. Et tu tombes pas des nues. Là. Informez-vous, les gens. Sinon, Gainsbourg, ça aussi, ça a été majeur dans ma vie. J'en écoute encore beaucoup. J'en écoute moins aujourd'hui, mais j'en ai beaucoup écouté pendant mes années d'université. Il y a plusieurs très, très beaux albums. Cette chanson-là, je suis venu te dire que je m'en vais, c'est une de ses chansons les plus parfaites. Une chanson de rupture, c'est sur son album Vue de l'extérieur, qui contient aussi ses chansons les plus niaiseuses. Il y a une chanson là-dessus où c'est... Est-ce que c'est là-dessus? Il y a quand même quelques chansons où il y a où il parle de... Il était assez obsédé par le caca. Ouais, quand même. Gainsbourg. Donc, sur Vue de l'extérieur, il y a cette chanson-là qui est une de ses plus belles chansons. Puis il y a des chansons qui parlent de caca. Ah, OK. Puis, ça nivelle. Mais la chanson à laquelle je pensais, c'est sur son album Reggae, où c'est juste comme un rythme reggae et des bruits de pète. Un des plus grands de la chanson française qui a quand même... Des fois, ils tiltent, ces gens-là. Puis le feu de l'action du groupe Le Nombre, parce que Le Nombre, c'est mon groupe québécois préféré. Un groupe qui n'existe plus, mais qui est un groupe rock dont le chanteur Ludwig Vax était complètement électrique sur scène. C'était un trompe-la-mort. Il faisait toutes sortes de niaiseries. De folie. Le nombre, il n'y avait pas des membres de les secrétaires volantes. Exactement. Ça, j'ai déjà vu ça. Gourmet Délice, okay. Le bassiste, qui est un gars très important aujourd'hui dans le monde du disque, la musique au Québec, parce qu'il est derrière, c'est une des personnes derrière l'étiquette Bon Sound. OK. Puis donc, il jouait de la basse dans Le Nombre. Puis Jean-Philippe Dynamite Roy, le guitariste, puis qui était le principal auteur-compositeur du groupe Le Nombre, était dans les secrétaires volantes aussi. J'aime ces genres de noms-là. Les hôtesses d'hilaire, les secrétaires volantes. J'adore ces genres de Les secrétaires volantes, c'était très, très bon aussi, mais je suis un peu trop jeune pour les avoir attrapés en spectacle, alors que Le Nombre, là, ça, c'est vraiment mes années de cégep. Là, c'est un des premiers shows marquants que j'ai vus au Café du Palais, au Marche, à Sherbrooke, quand j'étais au cégep, alors que j'avais pas encore l'âge d'entrer dans un bar, mais... Au Marche, ça dérangeait pas vraiment. Il y a des places qui étaient plus lousses. Je les ai vus, c'est ça. J'en ai souvent parlé de ce show-là, du Nombre que j'ai vu en 2003. Ils venaient de lancer, c'est l'année après le lancement de leur premier album. Puis on devait être 10-15 gros max dans le bar. Et les gars ont joué... Comme si leur vie en dépendait. Là. C'était comme s'ils allaient mourir demain. Peut-être c'est ça aussi. Là. C'était absolument magnifique. Puis... mais ça, c'est quand même... ça peut avoir l'air de juste un show rock, mais c'est aussi une sorte de leçon de vie, là, tu sais. Quand c'est le moment de se donner... Tu te donnes.
on se donne tout. Qu'on soit 10, 15, 2, 20, 2000. Ah, oui, J'essaie d'appliquer ça dans ma propre vie professionnelle, même si ça suppose moins de sueur, mais Non, j'essaie mais dans la mesure du possible de c'est pas tout toujours de donner la à chaque sueur. article. C'est ça, exact. Comme un médecin va se donner autant pour quelqu'un qui a un peu d'eczéma que quelqu'un qui est en train toute proportion gardée. Là. Il y a un niveau de stress et d'empressement qui n'est pas le même, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu le fais ou tu le fais pas. Ouais, exact. On dit Aline. Ben écoute, c'est un bel album qu'on irait sur Napster, downloader des tunes puis graver tout ça. Et là, on va complètement ailleurs. Ouais. Dans ton dernier film, Alors, on deux voit que choix. je suis un cinéphile très raffiné. Non, mais dans cette question-là, sans citer, parce que je sais jamais dans quel ordre je passe les. Mais souvent, la plupart du temps, c'est des films comme ça. Des films de nostalgie, des comédies, des affaires feel good. Grosse majorité des gens que j'ai reçus à date vont là-dedans. Puis toi, ben, deux films que j'adore. Union Roxbury, Basketball. Basketball, c'est dans le top probablement 5 dans mon cas, des films qui ont fait le plus rire de ma vie. Là. C'est con, là, à un niveau. Mais un con bien construit avec quand même une espèce de petit clin d'œil sans être un film engagé. Là. Mais il y a quand même une sorte de critique sociale, une critique du monde du sport, puis du capitalisme, l'argent qui s'empare du monde du sport. Les scènes au début où ils mélangent les sports, puis t'as football, les baseball, le gars lance la balle, c'est plaqué, moi ça. Puis t'as une scène aussi au début où ils montent des stades qui portent des noms de compagnies. Là, puis là, je pense qu'il y en a, c'est comme le stade Tampax. C'est une préparation H. Dans la réalité, on n'est pas tellement loin de ça. ça. À Ottawa, t'as l'aréna Slush Poppy. À Gatineau, c'est là qu'ils jouent les Olympiques de Hull, je me trompe pas. Les Olympiques de Gatineau, en fait, c'est l'aréna Slush Poppy. Mais donc, c'est ça, c'est le basketball, c'est... si je me trompe pas, c'est un des seuls, sinon le seul film qui a été écrit par Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de South Park. Mais ils ont fait le film de South Park. Puis Team America, mais c'est pas avec des vrais... C'est pas eux qui jouent dans le film. Non. Donc là, dans ce film-là, c'est eux qui incarnent les deux principaux personnages. Ouais. Puis donc, ils inventent un nouveau sport. C'est ces deux gars là, qui mènent une existence qui va nulle part. Et qui. Puis ils l'inventent à mesure qu'ils jouent. C'est ça. Ils sont complètement désœuvrés et ils inventent un sport qui suscite un engouement dans leur quartier et dans lequel éventuellement des gens investissent et qui devient un phénomène national. Au début, c'est que tout le monde est payé pareil, il n'y a pas de publicité. Ou s'il y a une publicité, tout le monde s'est réparti également. Puis à un moment donné, ça part en couille. Puis il y a leur ami qui s'appelle Lopette Scolari. Parce qu'évidemment, là, moi, je te parle de ces films-là, puis je te donne le titre en français. Le film que je voudrais revoir, c'est Unio Roxbury, la version québécoise. Traduite. Je voudrais pas voir A Night at Roxbury. Là. Emilio! Et voilà. Ça, c'est le film avec Will Ferrell. Puis. Comment il s'appelle? J'oublie toujours son nom. Qui était aussi, donc, qui est tiré d'un sketch qui est né dans SNL, qui est devenu un film. Il y a plein d'exemples de ça. Wayne's World, par exemple. Entre autres. Puis c'est un film qui, si je me souviens bien, a été complètement détruit par la critique. Sûrement, mais qui est devenu comme un peu comme Basketball. Là, sûrement été détruit par la critique, mais c'est devenu culte. Pour cette génération-là, tout le monde. Puis tu t'entends What is Love de Hathaway, puis t'es obligé de faire. Puis moi, je suis ému là, parce qu'il y a un moment, ces deux films-là, ce qu'ils ont en commun aussi, c'est que c'est des histoires d'amitié. Dans Union Roxbury, c'est deux frères. Puis dans Basketball, c'est deux amis. Mais plus le film progresse, plus leur amitié est mise à l'épreuve. Elle est mise à l'épreuve par les événements et par la vie, comme ça se déroule parfois dans la vraie vie. Mais à la fin, ça revient. Puis il y a un moment où, c'est quoi son nom? Donc l'acteur dont on cherche le nom, là, présentement, qui est celui qui n'est pas Will Ferrell, qui est le plus... je l'avais sur le bout de la langue. Celui qui est peut-être le plus intelligent des deux frères. Will Ferrell joue le grand homme. Il n'est pas full brillant, mais plus que lui quand même. Plus que Will Ferrell quand même. Un petit peu plus. Catan. On dit que les acteurs du... Chris Kattan. Chris Kattan, et voilà. Il descend, il sort, il vit comme dans l'espèce de maison d'invités, puis il sort avec son boombox au-dessus de la tête en jouant What is Love au moment où son frère est sous le point d'épouser sa blonde qui est incarnée par Molly Shannon, qui est complètement castrante. Il se fait remplacer par son entraîneur. Oui, il veut sortir. Moi, j'ai tant de matière grasse, puis je suis prêt, puis je suis rodé. Là, le personnage de Molly Shannon accepte. Ah ouais, vas-y, on se marie. Elle veut juste se marier, passer à autre chose. C'est se marier. Puis les gars finissent par constater que leur grand projet, leur rêve, qui était... Parce que c'est deux gars qui veulent entrer au Roxbury, qui est une discothèque. La grande discothèque. Mais ils parviennent jamais parce que c'est deux grands tatas, puis ils sont pas beaux, puis ils se font refouler. Ils font la file toute la soirée, puis il est rendu 3 heures, ça ferme. Ils se présentent devant le doorman, puis il est trop tard. Et là, leur rêve, c'est de faire une discothèque
dont l'intérieur ressemblerait à l'extérieur et vice-versa. Ouais. Et là, je suis en train de divulgacher le film, mais ça fait quelques années que c'est paru, donc c'est ça, pas mon c'est problème. ouais. Puis ils réussissent à rentrer puis rencontrer le propriétaire du Roxbury parce qu'il rentre. C'est qui rentre dans son char? C'est un autre acteur des années 90 connu, c'est pas Rob Lowe, mais genre. Là. Je me souviens plus du nom. En tout cas, mais oui, tout ça, puis à la fin, ils se rendent compte que leur rêve est rendu réalité, puis tout finit bien. Ils rencontrent leur femme idéale et tout. C'est très cheesy, mais. Tout le monde danse au son de What is Love. Et puis tout le monde puis les deux filles qu'ils rencontrent dansent aussi mal que eux, puis qu'ils finissent par trouver leur équivalent féminin. C'est très beau. Puis dans le basketball aussi, ça finit bien. Là. Tout le monde. Oui. Mais c'est en plein dans les genres de comédies de cette époque-là que j'ai adoré, puis que j'ai en DVD, puis que j'écoute. Moi, j'ai ça en VHS. En VHS. C'est des films que j'ai regardés. Mais tu parlais tantôt d'à quel point ça peut être rassurant pour les enfants de regarder toujours le même film. Ça, j'ai regardé ça adolescent, ces deux films-là, avec mon cousin PG. On les regardait, puis encore aujourd'hui, on va être à table en train de manger avec nos parents ou avec ma blonde puis mes filles. Puis là, on cite le film complètement hors contexte. Personne comprend tout. On a juste l'air de deux tatas, deux enfants. Là. Vous avez l'air de deux personnages de New Roxbury. Ce qui est tout à fait adéquat. Deux très bons choix. Puis t'as pas à te sentir mal que ça. J'aurais pu te parler, je sais pas, c'est ça, de Scorsese. Ouais, mais c'est pas ça. Mais ouais. De grands films québécois. Là. Absolument. Mais en général, ce qui nous fait du bien, c'est justement ce retour-là à ces moments-là où c'était pas compliqué, puis c'était juste, on écoutait un film pour le fun, mais oui, il y a des films qui transportent plus que ça, mais je comprends très bien tes choix, c'est des très bons choix. Pour la suite du monde de Pierre Perrault, c'est un film magnifique, mais... T'écoutes ça comme dernier film? Peut-être pas. C'est peut-être pas l'émotion dans laquelle tu vas être en mourant, c'est plus ça aussi. Là. Ta dernière activité, écoute... Est-ce qu'il y a des gens qui répondent autre chose que ça? Je vois mal comment on pourrait répondre autre chose que ça. Je veux pas aller jouer au pickleball. Non, effectivement. Beaucoup l'ont nommé. Okay, J'en ai eu d'autres, mais oui, je te dis que c'est elle qui revient le plus souvent. Puis je comprends aussi parce que... Faire l'amour. C'est dur de battre contre ça, là. Faire l'amour. Mais il y en a pour qui c'est dur de se battre contre l'amour. C'est vrai. Mais ce serait dur de m'obstiner de dire que c'est plus le fun d'aller au glissade d'eau. Mais cela dit, il y en a de très bonnes glissades d'eau. Des solides glissades. Pas n'importe quelle. Des glissades d'eau qui donc, font jouir. Je pense souvent à une phrase que j'ai lue dans un livre de Nick Hornby, qui est un écrivain anglais qui a aussi beaucoup écrit sur la musique, parce que c'est un journaliste musical. Puis c'est lui qui a écrit le roman High Fidelity, dont le film a été tiré avec John Cusack. Puis il écrit une phrase que je vais paraphraser ici, que je cite mal, mais il dit que dans la vie d'un homme adulte, les deux seuls moments où ton monologue intérieur se met en mode silencieux, se met à off, c'est quand tu écoutes de la musique, quand tu vas voir un spectacle, mais pas toujours, parce que faut que le spectacle soit bon, puis il faut tous les astres soient alignés. Donc, quand tu écoutes de la musique, quand tu vas voir un spectacle et quand tu fais l'amour. Puis encore une fois, il faut que les astres soient alignés. Absolument. Ça se produit pas automatiquement. Dans les deux cas, on parle de bons événements, de bons shows. Il faut avoir les bons partenaires, les bonnes personnes avec qui se livrer à ces activités-là. Puis je suis assez d'accord avec lui. Là. C'est difficile de fermer cette petite voix-là intérieure, de baisser le volume de cette voix-là intérieure qui... Mais je dirais, c'est difficile de cesser de ruminer dans la vie. En tout cas, je parle de moi. Là. Mais je suis d'accord, mais je dirais un bon spectacle en général. Musique encore plus parce que c'est encore plus... Les shows d'humour font ça aussi. Un très bon show d'humour, oui. Un moins bon, je vais réfléchir beaucoup, puis mon monologue va être très, très actif. Mais aussi une bonne pièce de théâtre, un orchestre symphonique. Je pense que de l'art vivant au sens large. C'est ça, on appelle ça des arts vivants, puis c'est pas pour rien, parce que c'est dans ces moments-là où on se sent vraiment vivant. Puis, ironiquement, les moments où on se sent vivant, c'est les moments où on cesse de penser au fait qu'on est vivant. C'est une belle ironie. Oui. Mais effectivement, c'est assez... Quand on fait l'amour, c'est ça qui se produit aussi. On est complètement avalé par le moment. Comme il y aurait un jeu de mots vraiment... mais non, je n'irai pas là. Merci de pas être allé là. Mais je pourrais. C'est mon métier, c'est facile. Mais... c'est tout à ton honneur de ne pas y être allé. Regarde, on est avalé par le moment. Mais tu sais, on s'est tellement tapé sa tête sur le moment présent, puis tout ça, c'est peut-être le meilleur exemple. Si tu n'es pas dans le moment présent, ça peut être très moyen, puis tu n'es pas dans le moment présent, mais quand, comme tu dis, les as sont alignés, j'avoue que, tu sais, avec la femme ou l'homme que t'aimes, tu sais, il y a quelque chose... Évidemment, dernière activité, c'est dur de se battre contre ça, mais il y en a pour qui, que par réflexe, activité, ils vont penser à, mettons, faire un barbecue avec des amis. Tu sais. Tu comprends? Mais après ça, je leur dis, pas faire l'amour. Ah ouais, j'avoue, j'avais pas vu ça de même. Oui, absolument.
Mais ceci dit, un bon barbecue suivi de faire la Si on peut cumuler les activités, ça serait une belle faut journée. juste pas être trop ballonné. Là. Quand t'as trop mangé au barbecue, il faut C'est manger vrai. parcimonieusement. Pas Ou trop- faire l'amour avant, puis le Ouais. barbecue. Attendez, on revient, puis là, avant de souper, il ne faut pas être ballonné. Ouais. C'est ça. Faut- Mais faire l'amour, gars, j'ai pas vraiment de questions. C'est assez clair, c'est assez simple. Puis, comme tu dis, ça avale le moment présent, clairement. Ton kit vestimentaire, Ben là, c'est ce que je porte présentement. Ouais. Là. C'est pas mal ce que je porte tout le temps. Là. jeans noirs, t-shirt de Ben. Je porte- Ben, on se regarde. J'ai J'étais un peu- l'espèce de rêve que j'ose pas embrasser de faire comme Christiane Charette de et porter que du d'acheter noir. les mêmes vêtements et de ne porter que ces vêtements-là pour le reste de mon existence. Christiane porte le même kit noir. J'avais tout pas le remarqué que temps. c'était le même kit. J'avais remarqué qu'il était tout en Ben, noir, je sais mais pas si c'est exactement le même kit, mais ça ressemble Ouais. à. Il y a peut-être eu des petites variations à travers les années, mais grosso modo. pour l'essentiel, c'est la même chose. Puis j'ose pas complètement parce que c'est quand même le fun aussi. Puis, y a-tu comme, mettons, un t-shirt que t'as en tête, ben, ça peut être même un t-shirt que t'as pu, mais que t'aimais vraiment ou que t'aimes vraiment. Tu sais, moi aussi, j'ai une collection de t-shirts de band, de musique, de films, de geek, plein. Mais, tu sais, y en a-tu un qui te vient en tête, mettons, de dire, ah, ce t-shirt-là, puis tu peux ne plus l'avoir, on peut le faire réapparaître. Mais mettons? ce serait plus. Puis je pense que ma mère l'a peut-être encore dans une boîte au sous-sol chez mes parents. C'était un coton watté qui me ferait vraiment plus aujourd'hui, parce que je le portais lorsque j'étais enfant, de lutte. Parce que je suis un grand fan de lutte. OK. C'était un chandail de Brutus, de Barber Beefcake. Oh, shit! Le coiffeur, le barbier, qui était le meilleur ami dans la vraie vie de Hulk Hogan. Donc j'avais ce chandail-là. J'avais quelques chandails. J'en ai aussi aujourd'hui des chandails de lutte que je porte parfois. Puis celui-là, si on pouvait en faire une sorte de version. J'avais aussi un chandail. Lorsque je suis allé le premier house show de la WWE, ça s'appelait encore la WWF à ce moment-là. Aujourd'hui, la WWE que j'ai vu. C'était au Centre Molson. Le Centre Molson venait d'ouvrir, je pense que c'est en 97. Ouais, 96, c'est ça. Puis il y avait Shawn Michaels qui se battait. C'était le main event. Il y avait le British Bulldog. Il y avait plein de lutteurs. Sid Vicious était là ce soir-là. Puis on habitait encore à Rouyn-Noranda où je suis né à ce moment-là. Puis j'avais ramassé mon argent. Mes parents m'avaient donné de l'argent aussi pour que je puisse tout acheter à la table de marchandises. Puis je m'étais acheté un gigantesque t-shirt de Goldust. Ouais. Tu te souviens de Goldust? Ben C'est Dustin Rhodes, son vrai nom. Cody Rhodes, joue- ben, c'est son C'est ça, fils est rendu. C'est le grand Son frère. vrai grand frère, c'est Son ça. frère, ouais, c'est ça. C'est les fils de. C'est ça. Il jouait une espèce de figure androgyne qui venait d'Hollywood, qui faisait toutes sortes de gestes un peu homo-érotiques, pas clairs. Donc j'avais un grand chandail de Goldust. Puis il rentrait souvent avec des grandes perruques, des boas, puis Ouais, il c'est était ça. peinturé or, Puis noir. avec sa compagne Marlena, qui Ouais. était c'est ça, très voluptueuse. Puis ma mère, lorsqu'on est rentré de ce gala de lutte-là, m'a dit qu'elle m'a jamais vu aussi heureux que ça de toute ma vie que ce soir-là, lorsque je suis rentré avec mon t-shirt de Goldust. Goldust. Puis des étincelles dans les yeux. Donc si je pouvais retrouver soit mon chandail de Brutus de Barber Beefcake ou de de Goldust. ce serait ça. Mais sinon, Maintenant que tu le dis, c'est quelque chose que j'aimerais voir dans ma vie. Toi avec un grand chandail de Goldust, ça me ferait, je vivrais quelque chose de. As-tu vu de me tenter? On dirait que. ce serait parfait pour asseoir ma crédibilité dans une première d'humour. Là. Je veux. Le gars de la presse, À là, ma première, que tu sois avec un chandail de Goldust en plein milieu que je te voie, là. ça Question veut de dire me qu'il a pas aimé déconcerter. mon show, mais pour qui il se prend avec son chandail de Goldust? Goldust n'a pas aimé mon show, ça a l'air. Juste pour pouvoir te bully après te donner de la critique que tu vas faire. Donc finalement, on veut pas le retrouver, le chandail de Goldust. Ça va être Mais, correct. mais j'avais un chandail de. J'ai aimé la lutte aussi pendant plusieurs années. Je connais cette époque-là. Moi, c'était peut-être plus Attitude Era. Ouais. The C'est juste c'est Rock. ça. Goldust, c'est un peu avant. Là. Ouais, juste un peu avant. Mais ça, c'était dans cette transition-là, Stone Cold et tout ça. Moi, c'était The Rock, tu sais. Puis j'avais un Brahma Bull, tout en or, qui faisait son People Eyebrow. Puis ce t-shirt-là, j'en aimais beaucoup. Et depuis, je l'ai perdu. Mais j'ai essayé d'en retrouver, j'ai fouillé, mais c'est Internet, maintenant, on peut tellement avoir tout. Puis j'ai pas trouvé ce logo-là que Ouais, j'ai en même tête. si t'en trouvais un, il te coûterait probablement assez cher. là. Oui, mais tu sais, des fois, il y en a qui. Tu peux trouver le même logo pour le faire imprimer, il serait peut-être pas aussi bien fait, mais j'ai pas trouvé le même. J'en ai trouvé plein, mais pas celui-là un jour. Qui sait, peut-être que je tomberai dessus. Fait que Donc, parfois, Goldust c'est ça, avec tes t-shirts noirs. J'ai le fantasme d'un uniforme, mais c'est ça, je suis du genre à acheter les mêmes vêtements. J'ai comme la même paire de jeans en 8 exemplaires pareils. Je comprends. puis, Quand quelque chose me fait puis j'aime bien, j'avoue que je suis du genre à c'est ça. l'acheter soit de différentes couleurs, mais le même modèle, ou juste plusieurs fois la Parce qu'il même n'y a rien affaire. de plus tragique dans la vie que le moment où ton vêtement préféré, là, il y a un trou dedans, soudainement, où il te fait plus tout à fait.
Puis là, tu retournes au magasin pour acheter la même Faut chose. recommencer. Puis ça n'existe T'as plus. plus. Puis ça existe plus, puis ça existe plus. Même s'il existe encore, il est pas comme il était. Là. Il faut que je le recasse. Là. Comme Homer avec ses culottes bleues. Là, il n'y en a pas d'autres. Là. Il y a une armoire juste de culottes bleues. Fait que, Mais des fois, c'est ça. J'ai le fantasme aussi de vraiment me vêtir. J'avais un collègue, lorsque je collaborais au Devoir, j'ai fait quelques séjours dans la salle de rédaction. Puis j'avais un collègue qui s'appelle Guillaume Bourgault-Côté, qui est encore journaliste, qui travaille pour l'Actualité, je pense, maintenant. Très admirable journaliste politique qui s'intéresse aussi à la culture. Puis Guillaume, à chaque jour, il venait au bureau en costard. Cravate, tout. J'étais complètement époustouflé par une telle dévotion. C'est une rigueur. Ah oui, c'est une grande rigueur. Là. Moi, tu me mets dans un suit, puis 15 minutes après, je me sens inconfortable. Là. Ça, j'aimerais avoir cette patience-là, puis cette dévotion-là. J'ai vu mon père, moi, tous les jours de ma jeunesse, du moins, il est à retraite, mais vendeur d'assurance, conseiller financier, de mettre une habit tous les jours, souliers, puis il y avait un garde-robe walk-in plein d'habits. Puis il y a quelque chose que je vénère un peu là-dedans aussi, de oh wow, cette rigueur-là de faire une autre cravate bien repassée. Mais les fois que j'en mets, je suis content. Mais toujours d'un mariage, je suis content, mais je ferais pas ça tous les jours, c'est trop de travail. J'aime mieux piger un t-shirt de Rocky puis un jeans noir dans en armoire. Donc, ton dernier spectacle de musique. Puis, j'ai précisé que tu peux choisir un spectacle qui a déjà eu lieu il y a longtemps. Tu te promènes dans le temps. Ben, t'as amené même un coffret. J'ai apporté des accessoires. Premier exemple, c'est Bruce Springsteen en 1978. Ouais, j'ai vu Springsteen. Springsteen est mon héros absolu. Je l'ai vu en spectacle 5-6 fois maintenant. Okay. Je l'ai vu à Ottawa puis à Montréal dans sa tournée Magic. Je l'ai vu au Fenway Park à Boston. Oh. Ça, c'était la première tournée après la mort de son saxophoniste Clarence Clemons. Ça, c'est un des plus beaux spectacles, des spectacles les plus grandioses que j'ai vus de ma vie. C'était une soirée fabuleuse. J'ai vu son spectacle solo sur Broadway au Walter Kerr Theatre. Ça aussi, c'était fabuleux parce que c'était un lieu assez intime. Là. Puis même si on était presque dans la dernière rangée, mais quand même pas si loin. J'ai jamais été aussi près de Bruce que ce soir-là. Puis j'ai vu à Albany, puis je suis allé le voir à Greensboro. J'ai vu sa dernière tournée à Greensboro. Parce que là, maintenant, on vit dans cette espèce d'époque dystopique où pour avoir des billets de spectacle, il faut que tu t'inscrives à une loterie. Puis là, tu choisis des villes. Fait que là, Bruce, il vient à Montréal là, en octobre. Je vais aller le voir, mais lorsqu'il a annoncé la première partie de sa tournée, il n'y avait pas de date canadienne. OK. Donc, où il n'y avait pas de date à Montréal. Donc, j'ai choisi les dates les plus proches, là, genre Boston, Albany. Là, je pense que j'avais mis peut-être Chicago en troisième parce qu'aller faire un tour à Chicago, ça peut être toujours le fun. Puis là, il restait une 5e case. J'ai mis Greensboro, Caroline du Nord. OK, mais c'est plus loin un peu. Là. C'est plus loin, mais comme j'ai vraiment choisi au hasard une ville, puis évidemment, c'est pour Greensboro que j'ai gagné des billets, que j'ai gagné la chance de payer. C'est fait ou tu y vas, là? C'est fait. C'était l'an dernier ou un an et demi, ouais. Fait que t'étais allé en Caroline du Nord. J'étais allé en Caroline du Nord avec ma blonde. C'était cool. Greensboro, qui est une ville assez petite, mais qui est une ville superbe, dans laquelle j'aurais jamais mis les pieds. Non, c'est ça. N'eût été du show de Bruce. Puis c'était fabuleux, mais si je pouvais remonter le temps, j'irais le voir en 78. Ça, tu vois, ici, c'est une boîte de 15 CD dans lesquels on peut entendre 5 shows différents de Bruce en 78, parce qu'il y a plusieurs de ces shows-là qui étaient diffusés à la radio, c'est les radio broadcasts. Okay. Donc, tu pouvais syntoniser ça à la radio pendant que Bruce jouait dans ta ville. Puis, Bruce, c'est un des artistes de scène. Boss, il donne tout. Quand on parle de donner tout, Bruce, c'est l'exemple canonique de ça. Il fait des shows, il en donne même trop, ça devient épuisant. Lui, il n'a pas l'air si épuisé que ça, mais le public peut être épuisé parce que après 4 heures de show, là, comme justement à Boston, là, c'est le show de Bruce que j'ai vu qui a duré le plus longtemps. Là, on frôlait la marque des 4 heures. Là, 4 heures? Wow! C'est ça. Là. Ça commence à faire beaucoup de musique. 4 heures de non-stop, là, pas de... Il y a des petits moments d'accalmie parce que toutes ces chansons sont pas aussi rythmées, mais il n'y a pas d'entraque. C'est ça que je voulais dire par pause. Puis en 78, là, il était au sommet de sa forme. Il venait de lancer son album Darkness on the Edge of Town, qui est son 4e album, qui est mon album préféré de sa discographie. Donc, j'aurais beaucoup aimé le voir à cette époque-là. Sinon, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis Offenbach en 78, en 79, parce que je suis un grand fan d'Offenbach. 78, c'est le moment où Breen LeBeuf et John McGill venaient de joindre le groupe. Donc, c'est le début de la 2e grande incarnation d'Offenbach. 79, c'est l'année où ils ont présenté le show
en fusion avec le Vic Vogel Big Band OK. à la Place des Arts. Donc, ça aussi, j'aurais beaucoup aimé voir ça. Mais j'aurais aimé voir aussi Offenbach, mettons, à... Tu sais, j'ai un oncle qui m'a souvent raconté qu'à un moment donné, il était allé voir Offenbach à Val-d'Or, puis il fallait qu'il aille acheter les billets dans un bar de bikers dans lequel il avait peur de mettre les pieds. Tu sais, j'aimerais ça avoir vu Offenbach dans ce genre de lieu-là, genre un peu crado. Corbeau en 82. Marjo, j'ai vu souvent en spectacle Marjo seul. Gros fan de Marjo. Marjo, ça, encore une fois, tout donné, Marjo, elle est souvent montée sur scène blessée. Elle s'est souvent blessée sur scène, mais je me souviens d'une fois où je l'ai vue à Québec, au Quartier de Lune, qui est un bar rock, un vrai bar rock dans Limoilou. Ouais, je connais. Elle faisait un show acoustique. Puis je l'avais interviewée juste avant le spectacle, pendant qu'elle mangeait. Elle était au restaurant. Puis elle avait mal à une jambe. Elle marchait, elle se déplaçait avec une canne. Tu sais, elle avait la jambe étendue sur une autre chaise pendant qu'elle mangeait son repas. Fait que là, moi, je dis, Marjo, comment tu vas faire pour donner ton show? Ah non, ça va être correct. Je vais prendre ça relax. Je vais avoir une chaise. Tu sais. Elle monte sur scène avec sa canne. Une demi-chanson plus tard, la canne a revolé. Puis elle dansait comme si elle avait encore Mais même 25 ans. Quand j'ai écouté ton podcast, Deviens-tu ce que tu as voulu avec Marjo, même en entrevue. Ah oui, non, mais une entrevue, c'est une performance pour Marjo. Exactement. Elle est assise, puis là, soudainement, elle raconte quelque chose, puis elle est rendue au bout de la pièce. C'est Marjo, parce que là, on t'entend plus, le micro est resté ici. Puis de toute façon, ça donne rien que tu mimes ce que tu es en train de te raconter, parce que c'est audio. Pas. Mais Corbeau en 82, parce qu'il y a un spectacle qui se trouve sur YouTube au Cosmos de Trois-Rivières. J'ai aucune idée c'est quoi le Cosmos de Trois-Rivières, mais ce show-là a été filmé à l'époque, je pense, pour les Beaux Dimanches. OK. Puis c'est Corbeau et Marjo au sommet de sa forme. En pleine forme. Une espèce de One Piece en turquoise, scintillant. Puis tous les autres membres du band, surtout Michel Ouellé-Lamotte, le bassiste qui a joué dans Offenbach avant d'aller fonder Corbeau avec Ouezo puis Pierre Harel. Ouellé, il a tellement l'air mean, mais en même temps content d'être là. Puis ils ont tous l'air un peu dans un état peut-être un peu second. Possiblement. Ils sont dans une énergie magnifique. Guns N' Roses en 88, il y a un grand show. 88, c'est l'année après l'apparition d'Appetite for Destruction, leur gros disque. Puis il y a un show de 88 au Ritz à New York qui a été filmé par MTV. Okay. C'est un des bootlegs célèbres de Guns N' Roses. Il est disponible aussi sur YouTube, vous pouvez le voir. Puis là, ils sont en grande forme. Avant de jouer Night Train, Axl présente Slash, puis là, il dit... il présente comme si c'était une espèce de bête sauvage. Là. It's mean and it's pissed off and it's called Slash. Puis là, Slash prend la parole pour la seule fois du show. Puis il dit, puisqu'ils sont filmés par MTV puis qu'ils ne pouvaient pas parler de drogue, mais la chanson Night Train, c'est une chanson qui fait l'apologie de tous les excès. Puis là, Slash, il dit quelque chose du genre cette chanson-ci ne parle vraiment pas de drogue et ne parle vraiment pas d'alcool. Ça s'appelle Night Train. Puis le nom, j'en ai parlé tantôt. N'importe quand. Ils ont fait une brève tournée-retour il y a quelques années. Puis il a fait un show au Franco, puis il a fait un show au Festif de Baie-Saint-Paul. J'avais pas pu aller les voir au Franco parce que j'étais allé voir Bruce Springsteen à Broadway. C'est une bonne excuse. Des fois, il y a des dilemmes comme ça dans la vie. Puis donc, on s'est tapé la route jusqu'à Baie-Saint-Paul, ma blonde et moi. Enfin, ma blonde a eu la gentillesse de m'accompagner pour aller voir le nom. Puis les gars ont joué comme à... Il doit être rendu 1h30 du matin quand ils ont joué. Puis c'était au sous-sol de l'église à Baie-Saint-Paul. Okay. Puis Ludwig, Louis, le chanteur du Nombre, il donnait des coups avec son pied de micro dans le plafond suspendu du sous-sol de l'église. Puis là, ça revolait dans tous les sens. Il y avait plein de poussière. C'était fabuleux. Puis il paraît que, c'est ça, le curé de l'église n'était pas content. Possiblement, mais je peux le comprendre. Mais c'est ça, le rock'n'roll. Qu'est-ce que serait le rock'n'roll si on mettait pas un curé en colère une fois de temps en temps? Oui, ça résume en fait le rock'n'roll parce que ça serait sur son épitaphe. Qu'est-ce que serait le rock'n'roll si on pisse off pas des curés de fois de temps en temps? Mais j'adore ça, c'est tous des très 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 bons choix. Puis j'aime que. Là, j'aurais pu répondre à cette question-là jusqu'à demain matin. Oui, exactement. Comme pour ta dernière chanson. Puis comme, je comprends aussi c'est dur de choisir, mais s'il faut choisir, ça te fait une belle veillée en tout cas. Oh, oui. Je dirais même une belle semaine. Une belle semaine, ça brosse à écouter des groupes de rock au sommet de leur art. Ah, puis là, après, je serais prêt pour dormir longtemps. Ouais, la grande faucheuse. Mon dernier sommeil. La grande faucheuse te ferait pas peur. Comme moi, je connais le rock. Ton dernier voyage? J'ai mis le Japon. J'ai pas voyagé tant que ça dans ma vie, un peu. Là, c'est souvent ma blonde que je remercie qui me
qui m'entraîne avec elle. Elle préfère voyager. Grande voyageuse, elle Ouais. adore ça. Puis on est allé au Japon il y a quelques années avant d'avoir des enfants. Puis c'était magnifique. On a passé 3 semaines à Tokyo. Puis on aurait pu passer, évidemment, 3 Puis y mois. a-tu quelque chose en particulier que tu aimerais ça aller rejeter? C'est-tu en général, le Ouais, climat, je veux dire que c'est l'ambiance? absolument... le climat, il faisait très chaud là, en Ok. juillet ou C'était en juillet. à Tokyo. C'est suffocant. Mais là, ça va paraître niaiseux, mais la bouffe dans les dépanneurs et les drinks dans les dépanneurs japonais, c'est exceptionnel. Les onigiri, là, c'est des espèces de triangles avec une feuille d'algue, du riz à l'intérieur, puis soit du Poisson, saumon ouais. ou des fruits de mer, quelque chose du genre, ou des légumes. Ça, c'est absolument délicieux, puis c'est en vente dans tous les dépanneurs. là. N'importe quel couche-tard japonais a des onigiri, puis les gens vont là pour dîner. C'est pas comme de la bouffe dégueulasse à laquelle tu t'en remets en dernier recours. là. Les gens mangent ça pour vrai. Ouais. Et c'est bon pour vrai. Puis ils vendent aussi des espèces de drinks de whisky assez forts, assez assommants, là, comme soda whisky dans une canette que tu achètes au dépanneur. Puis ça, c'est absolument délicieux. là. J'ai un souvenir d'être dehors en train de boire ça au Japon en mangeant mon onigiri sur une place publique avec comme une marée humaine autour de moi. Puis c'est un souvenir précieux. Sinon, Berlin, où je suis allé 2 fois, ça aussi, c'est une ville magnifique. Tu peux boire de la bière partout à Berlin. Ouais. Tu peux boire de la bière dans le métro. Ah ouais, dans le métro. Oui, le transport. En tout cas, moi, j'ai déjà bu de la bière dans le métro à Berlin et j'ai déjà vu plein de gens boire de la bière dans le métro à Berlin à n'importe quelle À quelle heure, heure? autant à 10 h le soir au moment où les gens s'en vont dans les bars qu'à 10 h le matin Bon, quand ils les gens sortent s'en des vont bars. travailler. Ils sortent des bars ou s'en vont travailler. Mais c'est pas la seule raison pour laquelle Berlin est une ville Non, admirable. Les gens sont vraiment fins à Berlin. Moi, c'est ce que je garde comme souvenir de cette ville-là, c'est que les gens, c'était aisé d'entrer en contact avec T'étais les là gens. en voyage ou c'était plus dans le cadre du travail? Ou Non, je suis allé une première fois quand j'ai fait un premier voyage en Europe, là, quand j'étais au début de l'université. J'étais allé passer un peu de temps à Paris, puis après j'étais allé à Berlin, puis j'y suis retourné avec ma blonde quelques années plus tard. Puis j'ai vu Leonard Cohen à Berlin lors de mon premier voyage là-bas, dans une espèce d'enceinte, d'amphithéâtre en extérieur, le Val Bunet, qui est en périphérie de Berlin. Puis j'y étais seul, mais c'est un des plus beaux spectacles que j'ai vus de toute ma vie. Puis je pense, si je ne me trompe pas, c'est la dernière tournée, ou en tout cas une des dernières tournées de Leonard Cohen. Puis lui aussi, il était vieux là, à ce moment-là, évidemment, puis il donnait tout, il était constamment à genoux, en train de remercier le public. Puis c'était un spectacle superbe. Le show a commencé en fin d'après-midi, le soleil était dans le ciel, puis le soleil s'est couché au fur et à mesure que le show progressait. Puis, wow! Ouais. Très, très beau. C'est des très, très beaux souvenirs. Ouais. Donc, Japon et ou Berlin. Ouais. On s'arrête pas à juste un voyage. Ta dernière collation, fromage bleu. Ouais. Pow! Gorgonzola, let's go. Mais c'est bon, du fromage. Oui, le fromage. Mais le bleu, c'est la première fois qu'on me le répond. Mais j'aime beaucoup le bleu. C'est goûteux. C'est un goût... c'est pas un goût inné. là, c'est un goût qu'il faut... Moi, quand j'étais là, je me bats avec ça. Je me bats, là, c'est une manière exagérée de le dire, mais ma plus vieille, ma fille, veut pas manger grand-chose. Je sais pas si tu as vécu ça, là, mais ils veulent rien. Ma fille aussi est plus... Mon gars est plus... genre, j'essaye. Ouais. Ma fille est Moi, plus je me trouve niaiseux. récalcitrante. Longtemps, j'ai pas osé essayer certains mets, Aussi. certains plats. Donc, Puis à un moment donné, t'essayes, puis c'est comme, hey, finalement. Non, mais pourquoi je me suis passé de ça? Cette chose-là aurait pu être dans ma vie pendant toutes ces années, puis juste parce que j'ai peur ou parce que je suis pas assez curieux. Pourquoi? C'est donc bien niaiseux. Donc, une fois que le fromage bleu est entré dans ma vie, il y est entré pour y rester. Les portes sont ouvertes. Donc, au risque de saloper mon haleine. Ah, mais là, on rendu là, c'est ta dernière collation. Ouais, c'est ça. On va pas commencer à te juger parce que tu pues la gueule. là, t'es sur le bord de Je vais mourir. pas commencer à me soucier. Non, De toute façon, j'imagine que lorsqu'on meurt, notre haleine ne doit pas être tout à fait fraîche. Ouais, pas juste ton haleine, le problème. Je dirais que l'odeur, de façon générale, passe par-dessus le bleu. Là, Mais qu'est-ce que les gens répondent à ça dans la collation? Tu sais, souvent, ça va aller, mettons, dans les chips. Il y en a qui le comprennent au premier degré, genre fromage, humus, craquelin. Tu sais, une vraie collation. Moi, je dis comme plus un snack, mettons. Tu sais. Comme moi, mettons, popcorn. Moi, du popcorn dans le cinéma. J'ai un problème presque avec ça. Tu sais, je rentre le popcorn au cinéma coûte toujours de plus en plus cher. 122 Puis, piastres. j'arrêterai jamais de l'acheter. J'y vais pas si souvent au cinéma, mais quand j'y vais, je peux pas. Je sens l'odeur, je deviens comme un genre de prédateur un peu. Là. Fait que ça, du popcorn, fait que, tu sais, moi, ça serait ça. Une marée
de popcorn. Cinéma, là, beurre, that's it. Là, pas, j'aille pas ça aussi des fois avec des assaisonnements, mais si c'est ma dernière collation, c'est du popcorn. Fait que souvent, ça va plus dans ces snacks-là, ou des jujubes, ou des bonbons, ou des affaires de même. Mais Mais le fromage, je reviens quand même. le C'est fromage, souvent. je suis allé en France là, récemment, puis c'est tellement admirable. Après, bon, tu sais, la France, c'est la nation, une des grandes C'est dans nations la culture. du fromage. Oui, là. oui. Mais tu sais, tu vas là, puis tu dis, les gens savent vivre ta barouette. T'es dans n'importe quelle bar. C'est peut-être une taverne dégueulasse, puis qu'est-ce qu'il y a sur. Est-ce que vous avez des choses à grignoter? Oui. Est-ce que vous aimeriez un plateau de fromage? Puis ça coûte. Tu sais, ici, si tu vas dans un bar puis tu prends un plateau de fromage, c'est sûr que ça va te coûter Oui. la peau des fesses, alors que là-bas, après, je comprends les raisons pour lesquelles ça coûte cher ici, le fromage. là. Oui. Mais il y a quand même aussi un art de vivre que les Français ont cultivé. Qu'on gagnerait. Même que tu vas à Burlington, puis tu vas dans des bars, tu vas dans des microbrasseries, ils te servent les fromages du coin, puis ça coûte pas si cher que ça. Pas si cher. Mais je pense que peut-être que de plus en plus, c'est peut-être un peu plus fréquent. C'est pas encore dans, mettons, la culture populaire, mais tu sais, des micros qui ont leur fromage, quelques fromages tortillons. Souvent, c'est plus tortillons en C'est très bon, grains. les tortillons aussi. Oui, là. mais des fois, il y a un fromage. Tu sais, tranquillement, je pense que ça fait son petit bonhomme de chemin. On dirait que c'était comme avant nous autres, mais tu sais, il n'y a pas si longtemps. Des fromages. Moi, je me rappelle, mes parents savaient du monde chez nous, des années 90. Là. Pour avoir 2-3 nouveaux fromages, quand tu reçois, c'était un peu comme oh shit, après le dessert, il y a des fromages. Hey, prends pas pour un 7-Up, alors qu'en France, du fromage, les enfants en Excusez, ont. pardon, la reine Oh, d'Angleterre. là. excusez! Mais en France, les enfants n'ont à la cafétéria. Ils ont leur petit morceau de brie pour dîner. Là. Faut que ça cesse d'être snob, le fromage. Absolument. Puis surtout qu'on en fait des très, très, très bons, des fromages ici au Québec. Puis Ouais. on met beaucoup d'accent sur le fait qu'on fait des bons fromages, mais à part à l'épicerie ou dans les fromageries ou dans un très bons restaurants, l'accès n'est pas toujours là. Mais ça va venir. Je pense que c'est comme une culture qui se développe. Je pensais pas qu'on parlerait autant de fromage. Pas non plus, moi non plus. Mais c'est un très beau plaidoyer ben, qu'on vient de livrer, je pense. Absolument. Vive le fromage. Ouais. Ton dernier projet professionnel, on en parlait tantôt justement que tu es un gros fan de musique, de guitare, mais aussi beaucoup de batterie parce que tu as joué de la batterie toi-même. Une série d'entretiens avec mes batteurs préférés. Ouais. Ben, est-ce que tu es capable de mettons, me faire un petit, je sais pas, un petit top 3 mettons, de batteurs? En fait, ce projet-là est inspiré d'un de mes batteurs préférés qui s'appelle Max Weinberg. OK. The Mighty Max Weinberg, qui est le batteur du E Street Band, le groupe de Bruce Springsteen, qui a joué aussi, c'était le directeur musical du band de Conan O'Brien, lorsque Conan animait encore son talk show à NBC, son premier talk show à NBC. Puis il l'a suivi, je pense, ensuite quand il a fait le Tonight Show. Mais donc, Max Weinberg, c'est un de mes batteurs préférés. Puis il a publié dans les années 80 un livre qui s'appelle The Big Beat, qui est un livre d'entretien avec les plus grands batteurs du monde entier. Ce livre-là est tout à fait passionnant. Évidemment, il faut s'intéresser à la batterie. Oh oui. Mais ce serait mon dernier projet professionnel parce que si je suis pour mourir, l'argent ne serait plus une considération. Non. Mais si je me consacrais à ça, si je mettais toute l'énergie nécessaire dans un projet de ce type-là, ce serait difficile de trouver quelqu'un qui me dirait « Oui, Dominique, tu veux faire une série d'entretiens avec tes batteurs préférés? On va te payer pour faire ça. » Tu trouverais peut-être un magazine de musique plus niché un peu, mais ce ne serait pas des gros chèques. Voilà. Donc, mes batteurs préférés, il y aurait assurément Max Weinberg, il y aurait Charlie Watts, défunt batteur des Rolling Stones, qui avait un jeu unique, un groove qui lui appartenait en propre, un groove singulier que certains qualifieraient de tout croche, là, mais les Stones, après, quand on aime les Stones, on aime le côté tout croche on veut ça des Stones. Sinon, qui d'autre? Au Québec, ce serait qui mes batteurs préférés au Québec? J'aime beaucoup. J'en ai mis une plus jeune, une fille qui s'appelle Sarah Dion, qui joue du drum dans un groupe qui s'appelle No Bro, qui est un groupe de punk 100% féminin. Cette fille-là joue d'une manière complètement bombastique, là, comme elle frappe fort, ça rentre, puis c'est très, très cool. Je l'aime beaucoup, elle, je l'admire. Puis c'est ça, lorsque je vais voir un show de musique, c'est pas rare que... Tu focuses sur le batteur. C'est ça. Je fixe le batteur pendant toute la soirée, au point où si le batteur me voit, ça peut devenir un peu troublant pour cette personne. Ma blonde m'a dit comme... varie un peu. Là. Calme-toi un peu. Fais un peu de balayage. T'es en train de rendre le batteur mal à l'aise. Tu sais, quand tu vas voir un show dans un petit bar puis t'es à l'avant, là. Oui, c'est ça. Tu fixes le batteur. Cette face-là. Mais sinon, j'ai beaucoup admiré. J'ai été quand même pas mal fan de Nirvana quand j'étais ado. Puis Dave Grohl, c'est sûr que c'est un batteur exceptionnel. Mais lui-même disait que pendant... Je l'avais vu en entrevue il n'y a pas si longtemps qu'il disait que au début de Nirvana, du moins, il n'était pas si bon que ça, dans le sens qu'il connaissait pas tant. Puis il avait un peu volé des beats de drum
de drummers disco. Oui. Ben, pas volé, mais mettons largement inspiré d'eux. Ouais, Parce que- c'est une vignette qui circule beaucoup là, Ouais. sur les réseaux sociaux. C'est une entrevue qui est en studio avec Pharrell Williams, le réalisateur Ouais, exact. Ouais. créateur de musique, qui est surtout connu pour le hip-hop. Puis il explique ça, puis il dit qu'il a volé beaucoup de choses à The Gap Band, puis à Chic. Exact. Puis qu'ils avaient croisé le ouais. batteur dans un party un moment donné, puis il avait dit ouais, je m'excuse, j'ai volé, oui. Puis l'autre, Oui. il avait répondu oui, je le sais. Et quand t'écoutes Chic, là, en fait, c'est la passe classique de Smells Like Teen Spirit, le paquetiki, 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 puis dans le disco, ça revient tout le temps, le ta-tic, 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 ta-tic. Bon, et voilà. Fait que je pourrais faire ça très très longtemps, puis je serais encore une fois en train de dilapider ma crédibilité pour le reste de l'été. Non, on sait que faire du drum avec sa bouche, c'est jamais facile. Mais tu parles ben, c'est sûr que tu C'est l'as pas vu Anthony passer. Cavana qui veut. Non, exactement. Ou Charlie Pop, et c'est peut-être mieux comme ça. Et Taylor Hawkins de Foo Fighters, quand il a fait un concert en son hommage à Paris, puis que son fils est venu drummer Heroes, j'ai jamais vu quelqu'un violenter un drum comme ça. Ouais, c'était difficile de ne pas avoir la larme à l'œil. Ah, mon ce Dieu, soir-là. la charge, au-delà de la force de frappe, je voyais il y avait quelque chose de très, très, très poignant, puis très beau aussi, dans un sens. C'est un genre d'hommage, puis un genre une espèce je sais pas, de salut. Là. Il y avait un genre de. Ça avait l'air de faire du bien en même temps de faire mal. Là. Ouais, il y avait quelque chose de cathartique pour Dave Grohl, pour le fils de Taylor Hawkins, puis pour tout le monde qui était dans ce stade-là et pour tout le monde qui regardait ça partout sur la planète. Ouais, parce que j'imagine qu'être là, ça devait être aussi une autre dimension. Là. Mais même en l'écoutant sur mon laptop ou sur mon écran d'iPhone assis à la bolle, ça donne des frissons. Juste de le voir. En tout cas, la rage de ça m'avait beaucoup ému. Ouais. Puis sinon, un autre de mes batteurs préférés, je nommerais Steven Adler, j'en ai parlé tantôt, c'est le premier batteur de Guns N' Roses, qui a été mis dehors du band parce qu'il y avait de trop graves problèmes de drogue et d'alcool. Pour Donc, te faire je répète, mettre- ce gars-là a été mis dehors de Guns N' Roses parce qu'il avait de trop graves problèmes d'alcool et de drogue. Quand Axel te dit. Slack un tour, mon Steven. Mais ça devenait vraiment problématique sur scène parce qu'il ne tenait plus le rythme. Mais Steven a vécu toutes sortes de vies. Après, il est encore en vie. Puis, Mais dans un bon état, c'est un. oui, puis il a fondé plus tard un groupe qui existe toujours qui s'appelle Adler's Appetite, qui est un groupe hommage à Guns N' Roses, mais c'est avec drôle, le ça. batteur original, avec lui-même dans le groupe. Qui a lui-même Puis, fondé. je suis allé les voir à Los Angeles il y a quelques années. J'étais allé passer le temps des fêtes avec ma blonde à Los Angeles, puis on est allé voir. C'était bon? C'était cool. J'étais très ému de le voir parce que c'est ça, j'ai lu son autobiographie, puis c'est ça, ce gars-là a traversé tempête par-dessus tempête, donc qu'il soit encore debout, qu'il soit encore en vie, qu'il soit encore capable de jouer du drum, c'est Juste ça, c'est émouvant. c'est invraisemblable, puis c'est émouvant, effectivement, puis son élocution aussi il est un peu difficile aujourd'hui parce que Il paye pour, a pris vraiment beaucoup de drogue. Puis aussi, il y a eu un incident il y a quelques années où il a peut-être essayé d'attenter à sa vie. En tout cas, il y a eu un accident avec un couteau dans un ventre. Là. Il a dit que c'était un accident, mais... Ouais. En tout cas, donc c'est une histoire tragique, mais puisqu'il est encore en vie, c'est une histoire qui demeure dans la lumière. Donc, j'étais content d'être dans la même pièce que lui ce soir-là. Ouais. Très bon choix. Ton dernier livre? J'imagine que c'est parce que... Ouais, un dernier livre. C'est rare que je relis des livres, à part des livres que je relis des romans, à part des livres de poèmes, parce qu'un poème, tu peux y découvrir de nouvelles choses en le lisant à plusieurs reprises. Le même poème peut vouloir dire deux choses différentes dépendant quand tu le lis. Tout à fait. Donc, ce serait probablement... ce serait un livre d'un de... J'ai quelques amis qui... J'étudie en littérature, puis j'ai quelques amis qui publient des livres, notamment mon ami Mathieu Coblet. Okay. Coblet. Ça, c'est son deuxième recueil, Ornithologie, qui est très, très beau. J'aime son cynisme puis son regard implacable sur la vie puis sur la routine qui peut devenir aliénante. Absolument. Sinon, il y a mon ami Jean-Philippe Martel qui a publié 2 romans. Le plus récent est paru chez Boréal, ça s'appelle « Chez les Sublimés ». Donc, j'irais peut-être aussi me mettre le nez dans son roman. Puis j'irais relire les romans de quelqu'un que j'ose appeler mon ami, qui s'appelle Patrick Nicole. C'était mon prof au cégep. OK. Prof de littérature. Puis je me suis comme un peu imposé dans sa vie au point où là, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on est des amis, on est restés en contact, puis on se voit à l'occasion. C'est grâce à lui que je suis devenu ce que je suis devenu d'une certaine manière, parce que à la fin de mon cégep, je savais pas trop ce que j'allais faire de mon existence. Je m'étais inscrit en arts et lettres, littérature, mais juste parce que c'était la seule affaire qui m'intéressait minimalement. Puis les autres choses m'intéressaient pas du tout.
Puis à la fin de mon cégep, je savais pas en quoi aller étudier à l'université, mais je me disais, je pourrais peut-être continuer en littérature, lire des livres, j'aime ça. Écrire, j'aime ça. Puis j'avais demandé conseil. J'étais allé dans son bureau, puis il trouvait que c'était une bonne idée, puis que j'allais sans doute y trouver mon compte. Puis de toute façon, il l'avait pas formulé comme ça, mais je pense que ce que ça voulait dire, c'est que la littérature pouvait mener à plein de choses. Donc, même si aujourd'hui, je couvre quand même pas mal la littérature en tant que journaliste, mais je travaille pas exactement dans le monde littéraire. Non, mais tu sais, écrire des articles puis tout ça, ça fait partie d'une littérature aussi. J'aligne les mots. J'écris des phrases une fois de temps en temps. Je vois ça comme de la littérature, même si on le voit des fois au sens propre du roman ou de la poésie, c'est plus que ça. Donc, ça a donné un cadre à ma vie, puis à ma pensée, puis à ma manière de réfléchir. Donc, Patrick occupe une très grande place dans ma vie, puis ses livres, son œuvre est... Lui, c'est plus des romans? C'est plus oui. OK. Un de ses meilleurs romans s'intitule La nageuse au milieu du lac. Le plus récent s'appelle Les manifestations. Mon préféré dans son œuvre s'appelle La blonde de Patrick Nicole. Okay. La blonde de Patrick Nicole par Patrick Nicole. C'est drôle, ça. Qui est une autofiction. Puis il y a une écriture qui est d'une limpidité à laquelle j'aspire et à laquelle je n'arriverai sans doute jamais, mais que j'admire beaucoup. Donc, j'imagine que je me replongerai dans leurs livres à eux parce que je pourrais aussi passer un peu de temps en leur compagnie à travers leurs livres. Ça te rappellerait des souvenirs, de l'amitié. Oui, mais puis c'est des très bons choix. Puis c'est vrai que la poésie, dans cette option-là, peut être un très bon choix parce que justement, c'est comme plein de petits romans collés ensemble. Très bon choix. Ton dernier spectacle d'humour... Puis encore une fois, tu peux choisir le spectacle que tu veux, la personne que tu veux, morte ou vivante, année comme tu veux. Tu vas te donner 3 choix. 2 choix qui se relient un peu, puis un autre que c'est un immanquable ici au Québec. Oui, mais là, j'ai mis Yvon Deschamps parce que, en plus, j'ai jamais vu Yvon Deschamps en spectacle. Non? Je suis peut-être un petit peu trop jeune. J'aurais peut-être pu assister à ses derniers spectacles. Ou à ces genre l'année qu'il a fait tous les galas juste pour rire. Peut-être pas un show complet, mais une animation de gala, ça aurait pu. Oui, j'aurais aimé assister à l'ultime gala juste pour rire l'été dernier, mais ma blonde était à quelques jours d'accoucher. Donc, c'est une très bonne raison. C'est pas moi qui ai couvert ce show. Mais oui, mais Yvon Deschamps. J'ai eu la chance de l'interviewer, puis c'était un des plus grands moments de ma carrière et de ma vie en général. Tu l'as déjà rencontré? Oui. Il est d'une chaleur. Tu comprends rapidement pourquoi Yvon Deschamps, quand tu passes 15 minutes en sa compagnie, il est tellement gentil. Ça a l'air banal, mais d'une gentillesse exceptionnelle. Je pense que Yvon Deschamps est Yvon Deschamps parce que lui-même ne sait pas qu'il est Yvon Deschamps. C'est quelque chose de très... tu sais, moi, genre... même pas de l'humilité rendu là, c'est un genre de... Il est le même gars qui était il y a 50 ans, j'ai l'impression, quand tu y parles. J'ai pas eu l'occasion de lui parler beaucoup, mais j'ai rencontré chaleur, gentillesse, il n'y a pas de hiérarchie. Vraiment... Puis il s'intéresse à l'autre. Ouais. Puis il m'a taquiné pendant l'entrevue. Donc ça aussi, c'est une belle marque de respect de taquiner l'autre. Donc j'aimerais ça voir Yvon Deschamps en spectacle, mais je choisirais peut-être un Yvon Deschamps, peut-être le Yvon Deschamps de la libération de la femme, quelque chose comme ça, cette époque-là. Sinon, les deux... j'ai un ajout, mais sinon, j'ai mis Don Rickles puis Joan Rivers. C'est peut-être pas les gens qui font l'humour qu'on associe, l'humour le plus noble, puisque c'est de l'humour qui est... C'est roast, assez... Don Rickles, c'est le maître du insult comedy. Donc, un humour qui est très, très articulé autour des stéréotypes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines de leurs blagues qui vieillissent mal parce que... Les stéréotypes, c'est la porte d'à côté du racisme et de l'homophobie. Ça, c'était tout mélangé un peu. Il n'y a pas si longtemps, ça le dit. Mais... Joan Rivers aussi, qui, pour vous donner peut-être une référence, c'est elle qui a largement inspiré le personnage principal de la série Axe, qui est disponible sur Crave, là, qui est l'histoire de... C'est une jeune autrice qui est woke, qui vient en aide à une humoriste dont l'étoile a un peu pâli, mais qui tente de rajeunir son matériel, de mettre à jour son matériel. Donc, mais un peu aussi Marvelous Miss Maisel. Marvelous Miss Maisel serait inspiré peut-être des débuts de la carrière de Joan Rivers, parce que c'était une des rares femmes en humour aux États-Unis dans les années 60-70, mais en fait, jusque dans les années 80-90, il y en avait très peu. Très, très peu, comme au Québec, il y en avait très peu. Donc, j'aime le côté très, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la formule dans l'humour de Don Rickles puis de Joan Rivers, mais lorsque cette formule-là est maîtrisée, puis lorsque le timing est parfait, puis Dieu sait que ces gens-là avaient le sens du timing, il n'y a rien de plus efficace. Donc, quand je suis un peu de mauvaise humeur, je vais revoir des présences de Don Rickles dans des talk shows.
au Tonight Show avec Johnny Carson, qui était là presque était là toutes les souvent. semaines. C'était un des invités réguliers de Letterman aussi. Donc, je retourne voir. Comme il se payait la gueule, Ouais. Letterman, comme ça avait Ah, pas ouais. d'allure. Il là. ramassait, ouais. Puis il y avait aussi ce côté-là, tu avais l'impression, je crois en tout cas, pour jamais vu Don Rickles en show live, évidemment, mais que tu avais l'impression que ce show-là existait juste une fois. T'sais, Ah oui, ça oui. avait l'air d'être ce show-là, ce soir-là, c'est ça, demain, ça va être autre chose. Puis quand tu le vivais, c'est comme on vit ce moment-là, personne d'autre va vivre ce moment-là. Puis j'imagine qu'il y a des jokes qui reprenaient, là, évidemment, mais il se fiait vraiment au monde qui était là. Il faisait beaucoup de crowd work. Ouais. Puis, Un peu un Sugar Sammy, fait un peu mettons 2024, ça. C'est très généreux envers Sugar Sammy. Je veux pas te dire qu'il est comme. Mais dans le genre de prendre le mood, d'avoir beaucoup de crowd work, de jaser avec le monde, d'être taquiné. Mais ce Toute proportion gardée, Ce évidemment. qui s'invente pas chez. Parce que tout le monde qui a côtoyé Don Rickles, il y a aussi. C'était un grand ami de Frank Sinatra. Ouais. En fait, c'est ce spectacle-là que j'aimerais voir. J'aimerais voir Don Rickles qui faisait la première partie. C'est l'époque où il y avait des humoristes en première partie de chanteurs. Mhm. Puis Don Rickles a souvent fait la première partie de Sinatra à j'avoue. Vegas. C'est quand même une belle soirée. Oui, là. oui, Don oui. Rickles, Sinatra, un après l'autre. Mais donc, c'était un homme d'une élégance totale dans la vraie vie, au quotidien, Don Rickles. Puis, on le sent sur scène, même s'il insulte les gens dans le public, même s'il se moque de tout le monde, tu sens que derrière tout ça, il y a une grande tendresse puis une Absolument. grande chaleur. Puis ça s'invente pas. Là. C'est quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. Absolument. Et Don Rickles, manifestement, il l'avait. Ça. Mais sinon, j'ajouterais, je l'ai nommé, là, je suis un grand fan. C'est une de mes grandes tristesses de ne pas avoir vu David Letterman, de ne pas avoir assisté à son show, À son show. un enregistrement de son show. Mais j'aimerais voir Letterman en humoriste, parce que Letterman a commencé comme humoriste. Il était présentateur météo en Indiana, là où il a grandi. Il a fait un peu stand-up, oui, c'est vrai. Il en faisait un peu Quand à il a chaque déménagé, show. oui, c'est ça, il faisait son monologue d'ouverture, mais quand il a déménagé à LA, c'était un des réguliers de la première grande époque du Comedy Store à LA avec Jay Leno puis un paquet d'autres grands de l'humour de cette époque-là. Il a éventuellement été recruté pour aller animer son émission du matin à NBC, qui est devenu son émission de fin de soirée. Puis il faisait de l'humour, mais lui aussi, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est qu'il était pas bon. J'ai de la difficulté à imaginer qu'il était pas bon pour vrai. Mais il me semblait faire beaucoup de crowd work. Il disait qu'il n'y avait pas beaucoup de vrai matériel, comme un Jay Leno, par exemple. Il y avait du vrai stock. Puis les gens disent que Jay Leno, c'était le meilleur de cette époque-là. Mais j'aimerais ça donc être au Comedy Store genre en 77 puis voir Letterman. Voir un peu de un petit Letterman, un petit Jay Leno, Ouais. un petit... il doit avoir comme... non, c'est peut-être un peu tôt pour Eddie Murphy, c'est plus arrivé comme plus tard. Là. Mais ce genre de soirée-là, puis closer avec un petit Rickles puis Sinatra, puis... Ouais. Mais j'y suis allé au Comedy Store. Es-tu déjà allé au Non. Comedy Store? C'est difficile de ne pas sentir que tu mets les pieds Dans ton à même mythique. l'histoire, parce que justement, c'est le temple, puis là, dans les corridors, tu as les photos de tous les grands qui y sont passés. Puis le soir où j'y suis allé, il y a Mark Maron qui faisait partie de l'alignement. Puis, c'était vraiment très, très cool. Mais Mark Maron aussi, à sa propre confession, se trouve pas bon. Il trouve pas qu'il est un bon humoriste, puis quand t'écoutes, c'est une leçon d'humour quand tu l'écoutes, mais pour lui... Mais je pense que la majorité des humoristes se trouvent pas si bons que ça, là. Mais ou font semblant qu'ils se trouvent pas bons. Là. Mais c'est difficile dans la vie, puis c'est un combat éternel d'avoir une juste appréciation de la qualité de ce qu'on fait. Parce qu'on en connaît tous des gens qui se trouvent trop bons, puis on a envie de leur dire « redescends sur terre quelques secondes, mon ami ». Mais après, si on est toujours en train de se dire qu'on est poche puis que c'est de la boîte ce qu'on fait, là, c'est difficile d'avoir une bonne estime de soi. Là. Exact. Dans la vie en général, il faut se donner des petites tapes dans le dos aussi. Je flagelle un petit peu, mais se donner des petites tapes Je aussi. te trouve bon, Simon. Des gentils, Dom. J'en ai 4 autres en rafale que je t'ai pas posé avant, c'est voulu. Pas tantôt, l'Arcan style. Là. c'est ça, tu gardais un peu sur le fly, là, en closant. Là. Fait qu'on y va en rafale pour les dernières. OK. Ben, tu l'as dit tantôt pour le prochain, je pense que tu vas me répondre ça. Ton dernier drink. Puis c'est pas obligé d'être de l'alcool, hein. Mais tu sais, dernier breuvage. T'as dit bière Clamato que t'aimais beaucoup tantôt. Ce serait, C'est peut-être pas numéro ça, ou ce serait un Old Fashion ou un Negroni. Oh, tout est bon. Un old fashion avec un bon bourbon. Là. Ouais. Faudrait, mais je pense que ce serait pas moi. J'ai pas encore maîtrisé le Old Fashion. Il y a peu d'ingrédients, mais il faut maîtriser la concoction du Old Fashion. Donc, je m'en remettrais à un barman ou un barmaid professionnel. Non, tu le fais faire par la personne qui le fait le mieux, ça Ouais. c'est clair, qui va faire tu vas flamber un peu ton zeste d'orange en Si Don Draper dans Mad Men pouvait apparaître et me faire un Old Fashion, Wow. ce serait ça mon Un old fashion par Don Draper, parfait. Ouais. C'est accepté. Prochain, plus touché un peu, mais ton dernier One Night. OK? Puis là, tu as eu un Hall Pass de. Je sais, ta femme, ça compte pas. Parce que tu l'aimes, on sait que ça serait elle. Mais là, tu as le choix. Puis ça peut être un personnage. Ça peut être Jessica Rabbit, si tu as envie. Tu comprends? C'est n'importe qui. Ça peut être Cléopâtre. Ça peut être
Ou ça peut être, je sais pas, Scarlett Johansson. Tu as le choix. Tu as un hall pass d'un one night avec n'importe qui. C'est qui? Puis ça peut être genre, mettons, telle actrice, mais dans ce film-là en particulier. Tu vois ce que je veux dire? Ben, mettons, je vais répondre de manière un peu chicken en disant que une des premières femmes pour laquelle j'ai eu des émois de ce type-là, c'est Miss Elizabeth. Ah, ben oui. L'épouse de Macho Man. Ouais, c'est ça. La regrettée, qui est dans un autre monde. Oui, oui, voyons, c'était avec. Elle était en couple avec un autre Avec lutteur. Lex Luger. Exact, Lex Luger, puis il Qui faisait est juste encore pas- en vie, mais qui va pas très Ah, bien. ouais, il est qui est tout très, maigre, il est très amoindri. J'avais écouté Dark Side of the Ring. Où, C'est un des épisodes très dark. c'est de très Dark dark. Side of On the popait Ring. des piles, puis on est allé chercher à souper, elle s'est dans le monsieur du divan, puis elle est morte. Wow. Juste, on était assis en écoutant la TV à se dropper des piles. Je suis comme, mon Dieu, quelle drôle de vie. Pas d'un bar à danser. Là. Oh, je suis une se dropper des. Ça me. En tout cas. Non, mais tu viens de résumer Oui. au moins une vingtaine d'épisodes de Dark C'est Side vrai. of the Ring, qui est une série qui est disponible de Vice, qui est C'est vrai. disponible sur Crave. Crave, qui raconte les moments les Mais plus il y a- sombres de l'histoire de la lutte. Là. Mais c'est là de Jake the Snake, puis c'est là Au moins, Jake, il va mieux. Là. Je l'ai vu il y a quelques Ouais. années. Il était venu présenter une conférence comique au Fofone électrique. Oh! Puis Tout un personnage. j'étais content d'être dans la même pièce que lui, mais il avait l'air un peu aigri et amer de bien des choses. Puis il racontait des histoires qui étaient clairement inventées. Mais bon, ça, c'est un peu le genre de faut accepter ça lorsqu'on va entendre un lutteur parler parce qu'ils ont tous leur propre version de ce qui s'est Absolument. passé pour vrai. Puis c'est correct, ça fait partie de la game. Ouais. OK, Euh, on continue. Ton dernier appel. Mon dernier rappel. Mettons qu'on enlève, mettons, femme, enfant, tes parents, là, que c'est clair, c'est eux autres. Tu auras un autre appel à faire, un ami, un collègue, quelqu'un que tu veux t'excuser. Je sais pas, tu sais, ou quelqu'un, ça pourrait être, mettons, ton prof de cégep, dire, j'aimerais ça entendre. Mais parce que je veux enlever les gens, parce qu'évidemment, tout le monde va me répondre, mes parents ou ma femme ou mon mari ou mon chum, mes enfants. Ça, évidemment, c'est le premier. Ça, c'est fait. Puis t'en as un autre appel, au sens plus large. J'appellerais probablement mon vieux chum du CAD dont je parlais tantôt. Parce qu'on se parle comme pas mal à chaque jour. C'est drôle, les amitiés masculines, comment on. Tu sais, ma blonde, des fois, elle me demande comment il va, tel ami. Je ne sais pas, tu sais. Mais on. Mais tu y parles tous les jours. Ouais. Tu sais, mais on s'envoie des liens d'affaires Ouais. de musique. Mais tu le sais qu'il va bien parce qu'il t'a envoyé des affaires. Oui, c'est ça. Tu vas savoir qu'il va pas bien quand ça fait 3 jours. Oui, exactement. C'est dans l'absence que tu vas comprendre. On plus a que- les mêmes amis. Mais Oui. des fois, la conséquence que ça a, c'est que on se dit pas les vraies affaires. Mm. Il faut prendre le temps des fois de se dire Hey man, je t'aime. Pour Ouais. vrai, tu le sais-tu, tu sais. Puis le dire pour vrai en se regardant dans les yeux, pas en faisant comme. Tu sais, Hey, Ouais, je t'aime. ouais. Ouais, c'est ça. Ce serait mon chum Duquette ou mon vieux chum Alex Liss que je suis allé voir récemment parce que c'est un de mes grands amis de mon époque, Sherbrookeoise, Ok. avec qui j'ai vu plein de shows, puis avec qui j'ai passé plusieurs soirées. Qui est toujours à inoubliables. Sherbrooke, lui? Non, c'est ça qui est déménagé. C'est un Réunionnais d'origine, mais il est retourné vivre en France avec Ok. sa femme et ses enfants. Donc, Ah oui, c'est vrai, t'étais à l'enfance dernièrement. je lui ai rendu visite à Tours. Puis, on se voit pas assez souvent parce qu'il habite en France, puis moi, j'habite à Montréal. Puis, c'est ça, c'en est un autre avec qui on a des conversations de type geekon pendant des heures au sujet d'un album, puis ne parlons pas des vraies Des affaires. vraies affaires, tu sais. Ouais, je file très bien ce que tu veux dire. Puis, j'appellerais sinon, c'est un membre de ma famille, mais c'est aussi, on se dit souvent à la blague, lui et moi, j'en parlais tantôt, mon cousin avec qui je regardais Ouais. New Roxbury, puis basketball, mon cousin Pierre-Luc, PG. Qui est comme un frère. Pour moi, lui a des frères, moi je suis enfant unique, puis je le considère vraiment comme un frère parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble lorsqu'on était enfant. On se voit encore très souvent. Puis on a des amis en commun. Puis souvent à la blague, on se dit, mais nous on n'est pas des amis, on est juste des cousins. Hein. Mais le sous-texte de ça, c'est qu'on est des amis. On Ouais. est Même plus d'abord que des ça. amis, puis ensuite on est Des cousins. amis, cousins, frères. Ouais, là, c'est c'est ça. un peu Ouais. tout ça. Dernière question. Ouais. Puis celle-là, je la pose souvent à des humoristes, parce que je reçois beaucoup des humoristes, mais c'est pareil, tout le monde peut me répondre à cette question-là. Ta dernière joke, puis ça peut être une joke que toi tu fais, là, une joke de même, ou une joke que tu aimes beaucoup de quelqu'un, là, que tu cites souvent, ou ça peut être un petit prank que tu fais avant de mourir, tu sais, un petit joke que tu nous fais. T'as une dernière joke à faire? Ce serait probablement une joke d'un livre de blagues de Gilles Latulippe. Là. J'en ai quelques-uns à la maison, puis ça me fait rire pour vrai, là, ces affaires-là. Là. Si j'ai besoin d'une petite dose de bonne humeur, j'ouvre mon vieux Gilles Latulippe, là, puis je lis 2-3 pages, puis ça me remet du bon côté des choses immanquablement. Donc, ce serait probablement ça. Mais ce serait peut-être
je serais pas capable de la faire moi-même, mais est-ce que tu as déjà vu Norm Macdonald faire de mod joke à Conan O'Brien? Ça me dit rien. Mais je connais Norm, mais cette joke-là Ben, ce serait peut-être Norm Macdonald avait une manière d'envisager l'humour, de déconstruire l'humour, mais en gardant. Il y a plein de gens qui déconstruisent les mécanismes humoristiques, mais qui n'arrivent pas au résultat final ou qui n'arrivent pas avec la même puissance. Là. Norm les déconstruisait, puis il arrivait à un rire encore plus fort à la fin. Puis de mod joke, c'est une joke niaiseuse, encore une fois, qui pourrait se retrouver dans un livre de jokes de Gilles Latulippe, mais il en fait une version qui ressemble à une sorte de roman russe. Là. C'est comme si, soudainement, Dostoïevski avait réécrit une joke de Gilles Latulippe. Allez voir ça, c'est sur YouTube. Il l'a fait un soir dans le talk show de Conan O'Brien. De mod joke, M-O-T-H, là, comme une mouche. Là. Ouais. Un peu dans l'idée de ben, pas ça, mais André Sauvé qui avait pris un poème qui faisait juste de plein de façons différentes, juste de changer la façon de faire quelque chose qu'on connaît toutes, puis ça va complètement ailleurs. Ouais. Très bon. Ben, Dominique, merci beaucoup pour cet excellent podcast, plein d'informations sur toi. On se connaissait un petit peu, on s'était parlé un petit peu, mais pas plus que ça. Mais je t'ai vu en spectacle. Oui, tu m'as vu en spectacle. On s'est déjà parlé aussi pour un article dans la presse sur l'humour vulgaire. Et sur Gino Chouinard. Et sur à toutes les fois que j'appelle Simon, c'est pour lui parler de caca ou de Gino Chouinard. Notre amitié, c'est ça. Notre connaissance de l'un de l'autre, c'est ça. Puis si un jour je t'appelle pour autre chose, tu sais que je vais pas bien. Okay. Je vais m'inquiéter à ce moment-là, puis je vais appeler ton épouse directement. Écrit. Ça va pas, Simon. Là. Tu ranges mon Facebook, c'est écrit Marie. Il n'était pas question de caca ni de Gino Chouinard. Il m'a demandé comment ça allait pour vrai, puis il avait vraiment l'air de le penser, j'étais inquiet. Est-ce que tu as des choses que tu veux nous plugger? Des séries, des balados que tu fais en ce moment? Juste entre toi et moi, c'est mon balado que je fais à la presse. Je sais pas à quel moment ça va diffuser ce qu'on vient de faire présentement, mais la saison va probablement venir de se terminer. On a 6 nouveaux épisodes, mais ils sont tous disponibles partout où vous écoutez vos balados. Puis sinon, deviens-tu ce que tu as voulu. Mon ancien podcast, qui lui est toujours disponible. Qui est très bon d'ailleurs. Moi, j'ai dévoré tous les épisodes. J'ai adoré ça. 50 d'épisodes. Puis sinon, vous pouvez me lire dans la presse. Pas mal, pas exactement tous les jours, mais très certainement toutes les semaines. Plusieurs fois par semaine. Ouais. Absolument. On t'écoute avec grand plaisir. Moi, je remercie les studios, bien entendu, qui nous reçoivent dans leurs installations. Je remercie aussi moi-même, en fait, parce que mon deuxième one-man show va sortir bientôt. Je suis en rodage. Le show sort le 1er octobre. D'ailleurs, tu vas venir sûrement. Tu vas être invité, en tout cas. Je vais être obligé d'y aller. Tu n'auras pas le choix, là, avec ton chandail de Gold Dust, idéalement. Et sur ça, je vous souhaite un très bon podcast, une très bonne journée. Partagez, likez, commentez. Faites en sorte que ce podcast-là se partage. Merci d'avoir été là. Merci, Dominique. Merci, Simon. Et à la prochaine.